Ce qui n'était censé être qu'une simple halte aurait dû rester exactement cela. Un restaurant routier au bord d'une autoroute déserte, où les néons fatigués clignotaient dans le crépuscule déclinant. Un simple dîner avec un café tiède et un hamburger. Puis retour sur la route, laissant derrière eux un endroit auquel aucun d'eux ne repenserait jamais. Mais le destin ne demande jamais la permission à personne avant de tout changer. Vincent Castellano était assis dans le coin le plus éloigné du restaurant, le dos contre le mur, les yeux fixés sur l'entrée. Une habitude forgée par 20 ans de vie dans l'ombre lui avait appris cela. Ne jamais laisser quelqu'un se tenir derrière soi. En face de lui, Grace Sullivan était assise en silence, les yeux vert pâle baissés vers l'assiette qu'elle avait à peine touchée. Elle était mince, les épaules légèrement rentrées, comme si toute sa vie l'avait entraînée à se faire petite, à passer inaperçue. Le restaurant était paisible, avec le doux cliquetis des fourchettes contre les assiettes, le café versé, les conversations murmurées qui n'avaient aucune importance. Puis la porte s'ouvrit brusquement. La cloche retentit, aiguë et stridente, comme un avertissement, mais personne n'eut le temps de l'entendre. 6 silhouettes vêtues de cuir firent éruption, dégageant une odeur de bière et de cigarettes, et quelque chose de plus dangereux encore. L'arrogance d'hommes habitués à être craints. Leur rire était bruyant, grossier, tranchant, envahissant la pièce comme une fumée toxique. De lourdes bottes martelaient le vieux parquet. Une chaise fut renversée d'un coup de pied. Et tout à coup, tout changea. L'air s'épaissit. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Les yeux se baissèrent, les épaules se voûtèrent, les respirations se retinrent. Toute la pièce se recroquevilla dans le silence de la proie lorsque le chasseur pénètre sur son territoire. Vincent ne bougea pas. Il continua à siroter son café, aussi calme que si rien ne s'était passé. Mais ses yeux froids et gris se mirent à compter les corps, à compter la distance, à compter chaque pas qui les rapprochait de leur table. Ce qui suivit fut une épreuve, non pas de force. Vincent Castellano n'avait jamais eu besoin de prouver sa force à qui que ce soit, mais de maîtrise, de capacité à rester immobile alors que son instinct lui criait d'agir, d'attendre, silencieux comme la nuit. Alors que le danger se rapprochait de plus en plus, suffisamment pour que l'haleine aigre et fétide de ces hommes puisse atteindre la femme à côté de lui. La femme qu'il ne laisserait jamais personne toucher. Grace Sullivan ne le savait pas. Elle ne connaissait que la peur des regards affamés, la peur des remarques obscènes, la peur de la main rugueuse qui se rapprochait de plus en plus. Elle tremblait tandis que les souvenirs noirs de son passé revenaient comme une marée, l'entraînant dans une panique muette. Et Vincent, il restait silencieux dans une pièce remplie de gens trop effrayés pour parler. Le silence du parrain de la mafia le plus impitoyable de la côte devint un avertissement en soi. Mais aucun d'entre eux n'était assez sage pour le comprendre. Ils continuaient à venir, à provoquer, à repousser les limites de plus en plus loin jusqu'à ce qu'une main brutale attrape les cheveux bruns de Grace et lui tire la tête en arrière. Un cri déchira l'air et à cet instant, Vincent Castellano se leva. Pas d'avertissement, pas d'hésitation, pas de seconde chance, seulement des conséquences. Si cette histoire vous a tenu en haleine du début à la fin, laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Partagez-la avec vos proches qui aiment les histoires émouvantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite de l'aventure. La main de Vincent bougea plus vite que la pensée. Avant même que Marcus n'ait pu comprendre ce qui se passait, les doigts d'acier du parrain de la mafia s'étaient refermés sur son poignet. Le mouvement n'était ni précipité, ni paniqué. Il n'avait que la froide précision de quelqu'un qui avait déjà fait cela des centaines de fois. Vincent ne fit pas de mouvement brusque. Il ne tira pas. Il pivota, un angle parfaitement calculé. Une pression appliquée exactement là où les os et les tendons étaient les plus faibles. Un craquement sec rompit le silence du restaurant. Le bruit d'un os qui se brise. Le bruit d'une limite qui est franchie. Le bruit des conséquences. Marcus hurla. Son cri déchira l'air, brut et brutal de douleur. Rien à voir avec le rire arrogant qu'il avait lancé quelques secondes plus tôt. Sa main lâcha immédiatement les cheveux de Grace, ses doigts se recroquevillant de douleur. Son corps bascula en avant, les genoux fléchissants, le visage déformé par une terreur qu'il n'avait jamais connue. Grace s'effondra en avant, se libérant de l'étau.
Elle haletait, les bras autour de la tête, tout son corps tremblant de manière incontrôlable. Ses cheveux bruns tombaient en mèches émêlées, cachant une partie de son visage pâle comme de la craie. Mais elle était libre, même si ce n'était que pour un bref instant. Elle était libre. Vincent ne la regardait pas. Son regard froid et gris restait rivé sur Marcus. L'homme agenouillé devant lui, le poignet brisé, était terrifié. Une véritable peur apparaissait pour la première fois dans ses yeux, habitué à inspirer la peur à tout le monde. Vincent tenait fermement le poignet brisé de Marcus, non pas pour lui infliger davantage de douleur, mais pour le maintenir en place, pour s'assurer qu'il comprenne exactement où il en était à ce moment précis. Le restaurant se figea, le temps semblait s'être arrêté. Personne n'osait respirer, personne n'osait bouger, personne ne pouvait croire ce dont il venait d'être témoin. Maggie se tenait derrière la caisse, toujours la cafetière à la main, la bouche ouverte dans un silence stupéfait. Un homme assis à une table près de l'entrée laissa tomber sa fourchette. Le métal cliquetait sur le sol comme une cloche dans une église vide. Le couple de personnes âgées près de la fenêtre se tenait la main, les yeux écarquillés, incapables de croire à la scène qui se déroulait devant eux. Les autres scorpions restaient figés sur place. L'arrogance sur leur visage avait disparu, remplacée par quelque chose de plus primitif, de plus sauvage. La confusion de prédateurs réalisant soudainement qu'ils n'étaient pas au sommet de la chaîne alimentaire. Derek, le plus proche, pâlit, son visage émacié perdant toute couleur, le blanc de ses yeux apparaissant alors qu'il fixait son chef à genoux devant un homme qu'ils avaient rejeté quelques minutes plus tôt. Les 4 autres étaient dispersés dans le restaurant, leurs membres soudainement inutiles, ne sachant pas s'ils devaient fuir ou se battre, crier ou rester silencieux. Leur hésitation était la preuve la plus évidente du pouvoir de Vincent Castellano. Pas le pouvoir des muscles, pas le pouvoir des armes, mais le pouvoir du contrôle absolu. Il avait mis leur chef à terre d'un seul geste, sans cri, sans menace, sans gesticulation, seulement avec l'efficacité impitoyable d'un homme aussi habitué à la violence que d'autres le sont à respirer. Marcus essaya de se débattre, essaya de dégager son poignet cassé de l'emprise de Vincent, mais chaque mouvement lui causait une nouvelle douleur. Il leva les yeux, le regard empreint de haine et de peur, et ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, comme pour proférer une menace, comme pour cracher une insulte. Mais lorsqu'il croisa le regard froid et gris de Vincent, tous les mots moururent dans sa gorge. Car dans ses yeux, Marcus ne vit pas de colère. Il ne vit pas de haine, il ne vit pas la satisfaction d'un homme qui venait de gagner. Il vit le vide d'un homme qui avait vu trop de morts, causé trop de souffrances, vécu trop longtemps dans l'obscurité pour ressentir quoi que ce soit lorsqu'il ajoutait une blessure de plus au monde. Et ce vide était plus terrifiant que n'importe quelle rage. Vincent resta silencieux. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'il s'était levé. Il n'en avait pas besoin. Ses actions avaient tout dit. Et maintenant, dans ce petit restaurant routier situé sur un tronçon désert de l'autoroute, parmi des gens trop effrayés pour respirer, parmi des voyous tremblants de confusion stupéfaite, Vincent Castellano se tenait debout comme une statue sculptée dans la pierre et l'ombre, attendant le prochain geste des imbéciles qui avaient osé porter la main sur ce qui lui appartenait. Le silence ne dura pas. L'instinct grégaire ne permet pas à un animal de rester immobile lorsque son chef est humilié. Derek fut le premier à réagir, peut-être parce qu'il était le plus proche, peut-être parce qu'il voulait prouver sa loyauté, ou peut-être simplement parce qu'il était trop stupide pour réaliser à quoi il était confronté. La main osseuse de Derek se glissa à l'intérieur de sa veste en cuir. Ses doigts se posèrent machinalement sur le manche d'un couteau, un réflexe qu'il avait répété des milliers de fois. L'acier brilla sous les néons lorsqu'il le sortit. La lueur effleura le métal froid, ses yeux pâles se plissèrent, fixant Vincent avec la haine amère d'un homme qui venait de voir son idole déshonorée. Il se jeta sur lui. Pas de cri d'avertissement, pas de menace, seulement le bruit sourd des bottes martelant le plancher en bois et le sifflement de l'air fendu par la lame qui s'abattait. Le mouvement de Derek était rapide et décisif, porté par l'expérience durement acquise au fil des ans, utilisant cette arme pour intimider, blesser, tuer n'importe qui d'autre. Ce coup aurait pu tout finir, mais Vincent Castellano n'était pas n'importe qui d'autre. Il lâcha le poignet de Marcus au moment même où Derek commença à bouger, non par panique,
mais parce qu'il l'avait vu venir avant que cela n'arrive. 20 ans passés dans l'obscurité lui avaient appris à lire dans les mouvements d'un corps sur le point d'attaquer, à repérer le raidissement d'une épaule, à reconnaître un regard furtif vers une arme cachée. Derrick avait donné un signal dès qu'il avait glissé la main dans sa veste. Vincent s'écarta, et le couteau fendit l'air à l'endroit où se trouvait sa gorge une fraction de seconde plus tôt. Derrick manqua sa cible. La force de son élan lui fit perdre l'équilibre pendant un instant, et cet instant fut suffisant à Vincent. Dans la première seconde, Vincent se plaça hors de portée de Derrick, réduisant la distance jusqu'à ce que le couteau devienne inutile. On ne peut pas frapper quand son adversaire est si proche qu'on peut sentir son souffle. Dans la deuxième seconde, la main de Vincent frappa le poignet de Derrick, non pas pour lui arracher l'arme, mais pour lui faire perdre le contrôle. Au même moment, l'autre bras de Vincent fit un mouvement circulaire, son coude frappant la tempe de Derrick avec juste assez de force pour faire basculer et tourner le monde de Derrick. Dans la troisième seconde, Vincent se retourna, utilisant l'élan de Derrick pour le plaquer au sol. Le corps nerveux du voyou heurta le vieux parquet dans un fracas retentissant. Le couteau s'envola de sa main, virevoltant dans les airs avant de s'immobiliser à quelques pas de là. L'acier heurta le sol dans un cliquetis froid et métallique. Derrick resta allongé là, les yeux écarquillés, fixant le plafond, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Il essaya de se relever, mais son corps ne lui obéissait pas. Le coup porté à sa tempe avait brouillé tous les signaux entre son cerveau et ses membres. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester allongé là, haletant, tandis que le monde continuait de tourner autour de lui. 3 secondes. Seulement 3 secondes. Entre le moment où Derrick avait sorti son couteau et celui où il s'était effondré, immobile, sur le sol. 3 secondes pour prouver que la différence entre un voyou de rue et un parrain de la mafia ne réside pas dans l'arme qu'ils portent. C'est la façon dont ils utilisent chaque instant. Vincent se tenait au-dessus de Derrick, le regardant avec une expression dénuée de sentiment. Il ne l'a pas frappé. Il ne l'a pas écrasé au sol une fois que l'ennemi était tombé. Ce n'était pas nécessaire. Derrick était fini. Le message avait été transmis. Vincent enjamba le corps de Derrick comme on enjambe un obstacle insignifiant sur la route. Son regard balaya les scorpions restants, figés sur place. Ils étaient 4 encore debout. Et dans les 4 pères d'yeux, Vincent lut la même chose. La confusion se transformant lentement en panique. Ils avaient vu le poignet de leur chef se briser. Ils avaient vu le plus rapide de leur équipe tomber en 3 secondes. Et maintenant, ils comprenaient une vérité qu'ils avaient essayé d'ignorer depuis le début. L'homme qui se tenait devant eux n'était pas une victime. Il était quelque chose que toute l'équipe des Scorpions réunis ne pouvait même pas toucher. Le couteau gisait toujours sur le sol, sa lame reflétant la lueur néon comme un rappel. Personne n'osait le ramasser. Personne n'osait bouger. Tout le restaurant sombra dans un silence lourd et suffocant, seulement rompu par la respiration saccadée de Derrick et les gémissements de Marcus. Grace était toujours recroquevillée dans le coin de la banquette, les yeux verts pâles écarquillés, fixant l'homme qui venait de la sauver avec quelque chose qui allait bien au-delà de la peur ou de la gratitude. Elle avait vu la violence. Elle avait survécu à la violence. Mais elle n'avait jamais vu quelqu'un transformer la violence en quelque chose d'aussi froid, d'aussi précis, d'aussi étrangement semblable à de l'or. Vincent Castellano ne se battait pas comme un homme en colère. Il se battait comme une tempête, sans émotion, sans hésitation, seulement avec une destruction parfaitement contrôlée. Et cette tempête n'était pas encore terminée. La peur peut paralyser une personne, mais elle peut aussi la transformer en animal imprudent. 2 des 4 scorpions encore debout choisirent la seconde voie. Peut-être pensait-il que le nombre ferait la différence. Peut-être croyait-il qu'une attaque simultanée empêcherait Vincent de réagir. Ou peut-être était-il simplement trop terrifié pour réfléchir clairement, et leur instinct de survie les poussait à avancer plutôt qu'à reculer. Le premier était un homme corpulent, avec une épaisse barbe au menton, les bras tatoués et des muscles saillants sous une veste en cuir délavé. Le second était plus petit mais plus rapide, avec un crâne chauve brillant et les yeux sauvages de quelqu'un habitué à frapper dans l'ombre. Ils se précipitèrent sur lui ensemble, l'un par devant et l'autre par le côté, essayant de coincer Vincent entre eux comme dans les mâchoires d'un étau. En un instant, le petit restaurant se transforma en ring de combat. Et ce fut précisément leur erreur fatale. Dans un espace ouvert, le nombre est un avantage.
Dans un espace restreint, encombré de tables et de banquettes, le nombre devient un handicap. Vincent l'avait compris dès son arrivée. Il avait mesuré la distance entre les banquettes, la largeur de l'allée, l'emplacement de chaque table et de chaque chaise. Et maintenant, il utilisait tous ses calculs. Lorsque le grand homme chargea de face, Vincent ne resta pas là à encaisser le coup. Il s'écarta et plaça une chaise entre lui et son agresseur. L'homme barbu n'a pas pu s'arrêter à attendre, son élan l'a projeté contre la chaise, le déséquilibrant, les bras battant l'air alors qu'il essayait de s'agripper à quelque chose, n'importe quoi, pour rester debout. Au même moment, l'homme chauve est arrivé par le côté, le poing levé vers la tempe de Vincent. Vincent s'est baissé, laissant le coup de poing fendre l'air au-dessus de sa tête. Depuis cette position accroupie, Vincent a attrapé la cheville de l'homme chauve et a tiré fort. L'agresseur perdit l'équilibre et tomba en avant, le visage écrasé contre le bord d'une table voisine. Un bruit sourd retentit dans la pièce, accompagné du cliquetis des tasses et des assiettes qui s'entrechoquaient. Du sang jaillit du nez de l'homme, laissant des traces rouges sur la table. L'homme barbu se releva, le visage rouge de colère et d'humiliation. Il rugit, un son inarticulé, rien d'autre que la rage pure d'un animal acculé. Il chargea à nouveau et cette fois-ci, il n'y avait ni technique ni stratégie, seulement la force brute de près de 96 kilos de muscles. Vincent poussa la table la plus proche vers lui. Ce n'était pas une poussée douce, mais un coup violent et décisif qui transforma la table en un obstacle destiné à frapper l'attaquant au ventre. L'homme barbu ne put l'esquiver, le bord de la table lui percutant l'estomac et le pliant en deux, lui coupant le souffle dans un gémissement étranglé. Tasse à café, assiette, salière et poivrière. Tout vola en éclats. Le café se répandit sur le sol en flaques brun foncé. Des morceaux de porcelaine brisée roulèrent partout, scintillant sous les lumières comme des diamants bon marché éparpillés sur un champ de bataille. L'homme chauve tenta de se relever, le sang coulant de son nez jusqu'à son menton, goûtant sur sa chemise. Il n'avait même pas fini de se redresser que Vincent était déjà à ses côtés. Un coup de pied à l'intérieur du genou, précis au centimètre près, frappa le point le plus faible de l'articulation. L'homme chauve hurla et s'effondra, serrant sa jambe comme s'il pouvait la maintenir en place. Rien n'était cassé, mais la douleur était telle qu'il ne put se relever pendant plusieurs minutes. L'homme barbu refusait toujours d'abandonner. Il reprit son souffle, se redressa, les yeux rouges de colère. Cette fois, il ne chargea pas aveuglément. Il attrapa une chaise, la leva au-dessus de sa tête comme une arme rudimentaire et la lança directement sur Vincent. La chaise virevolta dans les airs. Vincent s'écarta, la laissant passer et s'écraser contre la cabine derrière lui. Le bois heurta le bois dans un craquement strident et désagréable, mais ce n'était qu'un coup léger. Pendant que la chaise volait encore, l'homme barbu se précipita, profitant de l'instant où Vincent détourna son attention. Un poing, tel un marteau, fonça vers le visage de Vincent. Vincent se pencha en arrière, le cou passant à quelques centimètres de son nez. Il sentit le souffle du coup. Il sentit la puissance contenue dans ce coup s'il avait atteint sa cible. Mais ce ne fut pas le cas et l'agresseur avait exposé tout le haut de son corps. Vincent s'avança, son coude frappant directement le menton de l'homme barbu. La tête de l'homme bascula en arrière, les yeux roulèrent vers le plafond, ses genoux fléchirent. Vincent ne s'arrêta pas. Il enchaîna avec un coup de poing sur le côté, puis un coup de genou dans l'estomac. Chaque coup était précis, impitoyable, calculé pour causer un maximum de douleur sans gaspiller de mouvement. L'homme barbu s'effondra comme un sac de sable dont on aurait coupé la corde. Il resta allongé là, haletant, le corps recroquevillé, complètement incapable de se battre. Le restaurant semblait désormais avoir survécu à un tremblement de terre. Les tables et les chaises étaient renversées. Les tasses et les assiettes étaient brisées sur le sol. Le café et le sang formaient des taches sur le vieux bois. Des éclats de verre provenant d'un sucrier cassé brillaient parmi les débris. Et au milieu de toute cette destruction, Vincent Castellano se tenait calme, comme s'il venait de terminer une tâche ménagère ordinaire. Sa veste de costume était légèrement de travers. Une traînée de café tachait sa manche, mais à part cela, il n'avait pas la moindre égratignure. Il prit une lente inspiration, balaya le champ de bataille du regard, comptant les morts et ceux qui étaient encore debout. Marcus était toujours agenouillé à la même place,
serrant son poignet cassé, le visage blême de douleur et de peur. Derrick était toujours allongé, immobile, les yeux grands ouverts fixés au plafond. Les deux hommes que Vincent venait de mettre à terre gémissaient sur le sol. Il en restait deux. Deux scorpions se tenaient toujours dans le coin du restaurant, le visage exsangue, les pieds comme cloués au sol. Ils regardèrent leurs compagnons, étendus un peu partout, regardèrent le restaurant en ruine. Puis ils regardèrent l'homme qui se tenait au centre de tout cela, les yeux gris vides d'émotion. Et dans leurs yeux, pour la première fois de la nuit, apparut quelque chose qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à présent. La sagesse de comprendre qu'ils avaient perdu. La sagesse qui arrive trop tard n'a généralement aucune signification. Les deux derniers scorpions comprirent qu'au moment où ils regardèrent Vincent Castellano dans les yeux, ils auraient pu s'enfuir. La porte du restaurant n'était qu'à quelques pas. Dehors, il faisait noir, l'autoroute était déserte, ils avaient une chance de s'échapper. Mais ils ne s'enfuirent pas. Non par courage, mais parce qu'ils savaient que tourner le dos à un homme comme celui-ci signifiait exposer leur faiblesse. Et les hommes comme Vincent ne laissent jamais la faiblesse impunie. Le premier était grand et nerveux, avec un long visage de cheval et une cicatrice qui allait du coin de l'œil jusqu'à la pommette, souvenir d'un combat passé auquel il avait survécu. Le second était plus petit et plus corpulent. Son cou était si épais et trapu que sa tête semblait sortir directement de ses épaules. Ses petits yeux étaient enfoncés dans un visage bouffi. Ils échangèrent un regard, le langage muet d'hommes qui avaient commis suffisamment de crimes ensemble pour se comprendre sans parler. Puis ils attaquèrent, non pas parce qu'ils croyaient pouvoir gagner, mais parce que c'était le seul choix qui leur restait. L'homme au visage de cheval chargea le premier, les deux mains levées en garde de boxeur. Il savait se battre. Vincent le voyait à sa façon de bouger, à son jeu de jambes, à l'angle de ses coudes. Il y avait de la technique dans ses pas, de l'expérience dans sa façon de gérer la distance, mais la technique et l'expérience de la rue étaient une chose. Affronter Vincent Castellano en était une autre. L'homme au visage chevalin lança un jab rapide et précis, visant le visage de Vincent. Vincent l'esquiva avec son avant-bras, laissant le poing passer sans bouger tout son corps. L'homme au visage chevalin enchaîna avec un crochet du droit, puis un uppercut. Vincent anticipa chaque coup avant qu'il ne soit complètement formé, s'écartant, reculant, parant avec le calme de quelqu'un qui joue un jeu qu'il a déjà gagné avant même qu'il ne commence. Pendant ce temps, l'homme au cou épais tournait derrière lui, essayant d'atteindre Vincent depuis un angle mort. Il n'avait pas les compétences de son partenaire, mais il compensait cela par la ruse d'un rat d'égout. Il ramassa un morceau de verre brisé provenant du sucrier qui se trouvait sur le sol et le tint comme un couteau de fortune, son bord tranchant brillant de menace. Il se jeta depuis l'arrière, enfonçant le verre dans le dos de Vincent. Vincent sentit le mouvement sans même regarder. 20 ans passés dans l'obscurité avaient transformé chacun de ses sens en armes. Il entendit la respiration haletante, le frottement des chaussures sur le sol, le sifflement de l'air lorsque le verre s'abattit. Au moment où l'homme au cou épais s'apprêtait à porter le coup, Vincent se retourna. D'une main, il attrapa le poignet qui tenait le verre, tandis que de l'autre, il frappait le coude de l'homme au visage chevalin alors qu'un autre coup de poing arrivait. Deux mouvements simultanés, précis au millimètre près, comme s'il pouvait voir les deux attaques en un même battement de cœur. L'homme au visage de cheval hurla lorsque son coude fut déboîté, son bras pendait alors dans un angle grotesque. L'homme au cou épais hurla également lorsque Vincent lui broya le poignet et le força à lâcher le morceau de verre. Mais Vincent ne s'arrêta pas là. Il tira l'homme au cou épais vers lui et pivota, utilisant son corps comme une barrière qui percutait de plein fouet l'homme au visage chevalin. Ils entrèrent en collision, perdirent l'équilibre et s'écrasèrent sur une table voisine. Le bois se fendit sous le poids des deux corps, des assiettes volèrent. Un verre d'eau se renversa sur le visage de l'homme au visage de cheval, le faisant s'étouffer et cracher, les yeux brûlants. L'homme au cou épais tenta de ramper, mais Vincent était déjà là. Vincent posa un pied sur son dos, le clouant au sol au milieu des débris de la table. Puis il se baissa, attrapa l'homme par les cheveux, lui releva la tête et la cogna contre le plancher en bois. Une fois, deux fois, il n'y eut pas de troisième fois, car après le deuxième impact, l'homme au cou épais resta immobile, du sang coulant de son front
et se répandant sur le vieux bois comme de l'encre rouge sur du papier. L'homme au visage chevalin était toujours conscient, mais son bras disloqué lui faisait tellement mal qu'il ne pouvait plus penser clairement. Il se releva péniblement et tenta de reculer. L'horreur envahit ses yeux lorsqu'il regarda l'homme qui s'avançait vers lui. Il leva son bras valide, non pas pour frapper, mais pour supplier. Il ouvrit la bouche, peut-être pour dire quelque chose, pour plaider, pour se rendre. Vincent ne lui en laissa pas le temps, il s'avança. D'une main, il attrapa le col de l'homme, de l'autre, il lui asséna un coup de poing en plein visage. Un seul coup de poing. Mais il y mit toute sa force, toute sa cruauté refoulée, tout le message que Vincent voulait envoyer à quiconque envisageait encore de résister. La tête de l'homme au visage chevalin bascula en arrière. Du sang jaillit de son nez et de sa bouche, dessinant des arcs rouges dans les airs avant de s'écraser sur le sol. Il s'effondra comme une marionnette dont on aurait coupé les fils, les yeux révulsés, complètement inconscient. Le Silver Spoon Diner, autrefois un simple relais sur une autoroute déserte, ressemblait désormais à un champ de bataille après une bataille. Les tables et les chaises étaient renversées. Le bois était fêlé et brisé. Des éclats de verre et de porcelaine étaient éparpillés partout. Du sang maculait le sol, les murs, les morceaux de serviettes blanches tombaient par terre. Le café noir se mélangeait au sang rouge, formant d'étranges flaques sous les néons fatigués qui clignotaient encore au-dessus de leur tête. 6 scorpions étaient éparpillés dans le restaurant. Marcus serrait son poignet cassé, le visage blanc comme du papier. Derek gisait immobile, les yeux vides. L'homme barbu et l'homme chauve gémissaient de douleur. L'homme au cou épais et l'homme au visage de cheval gisaient silencieux dans leur propre sang. Aucun d'entre eux n'avait plus la force de se lever. Et au milieu de toute cette ruine, Vincent Castellano se tenait debout, respirant calmement. Sa veste de costume était déchirée à l'épaule, peut-être par du verre ou les ongles de quelqu'un. Quelques gouttes de sang, dont on ne savait pas à qui elles appartenaient, maculaient le dos de sa main, mais à part cela, il était presque indemne. Son regard balaya les corps, comptant à nouveau pour s'en assurer. 5 d'entre eux étaient complètement à terre. Il en restait un, Marcus Webb, leur chef, celui qui avait osé toucher Grace. Et lorsque les yeux gris et froids de Vincent se posèrent sur Marcus, qui rampait vers la porte avec sa seule main valide, Vincent sut que le combat n'était pas encore vraiment terminé. Marcus Webb n'était pas le genre d'homme à accepter la défaite. Ses 42 années sur cette terre, dont plus de 20 en tant que chef de gang, lui avaient appris que celui qui baissait la tête le premier perdait tout. Sa réputation, son pouvoir, sa vie. Il avait bâti l'Empire Scorpion avec du sang et de la peur, enterré plus d'ennemis qu'il ne pouvait en compter sous la terre du Nouveau-Mexique, et fait de son nom un spectre hantant toutes les routes sombres de la périphérie. Il ne pouvait pas, et il ne laisserait pas une seule nuit détruire tout cela. Lorsque Vincent se tourna vers lui, Marcus cessa de ramper, son poignet cassé brûlant toujours comme si des milliers d'aiguilles lui transperçaient l'os. Mais il refoula la douleur, l'enferma dans un coin sombre de son esprit, où d'autres souffrances avaient été enfouies depuis longtemps. Sa main valide glissa derrière son dos jusqu'à la ceinture de cuir qui cachait un pistolet qui l'accompagnait depuis 15 ans. Ses doigts familiers trouvèrent la crosse, la sensation froide du métal s'infiltrant dans sa peau comme une dose mentale de morphine. C'est ce qui fit pencher la balance. C'est ce qui transforma le faible en fort. C'est ce qui allait mettre fin à cette soirée comme il le souhaitait. Marcus sortit le pistolet d'un seul mouvement. Il se retourna et pointa le canon directement sur Vincent Castellano. Le clic métallique qu'il fit en armant le chien résonna dans le silence du restaurant comme un coup de tonnerre dans une nuit calme. Tout le monde l'entendit. Tout le monde comprit ce que cela signifiait. C'était comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Maggie se tenait derrière la caisse, les 2 mains sur la bouche, les yeux tellement écarquillés qu'on aurait dit qu'ils allaient sortir de leurs orbites. Le couple de personnes âgées s'était retrouvé caché sous une table. Seule leur taille blanche tremblante était invisible alors qu'ils fixaient l'arme. Les autres clients étaient allongés à plat ventre sur le sol, les bras au-dessus de la tête, n'osant pas bouger. Un homme dans un coin murmurait des prières, la voix tremblante, chaque mot semblant se briser avant de sortir de sa bouche. Grace était toujours dans le coin de la cabine. Ses yeux vert pâle étaient rivés sur l'arme pointée sur Vincent. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine.
Ses mains agrippaient le bord du siège jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Elle voulait crier, l'avertir, faire quelque chose, mais sa gorge était nouée, chaque son mourant avant même de pouvoir sortir. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder, impuissante, comme un spectateur dans une tragédie qu'elle n'avait pas le droit d'interrompre. La distance entre le canon et la poitrine de Vincent était d'environ 5 pas. À cette distance, même le pire tireur ne pouvait pas rater sa cible. Et Marcus Webb n'était pas un mauvais tireur. Il avait tué avec cette arme plus de fois qu'il ne pouvait s'en souvenir. Il savait exactement ce qu'il ressentait lorsque la gâchette se crispait, exactement quel bruit faisait le coup de feu, exactement comment un corps tombait lorsqu'une balle le traversait. Sa main tremblait, non pas de peur, mais de rage, d'humiliation, de douleur. Son poignet cassé palpitait à chaque battement de cœur, lui rappelant ce que l'homme devant lui avait fait. Son équipe gisait éparpillée dans le restaurant comme des sacs poubelles jetés à la va-vite. Sa réputation, celle qu'il avait bâtie toute sa vie, volait en éclats sous ses yeux. Et tout cela à cause d'un seul homme, un homme qu'il ne connaissait pas. Il ne savait pas d'où il venait. Il ne savait pas pourquoi il était si dangereux. Mais Vincent Castellano ne regardait pas l'arme. Il regardait Marcus dans les yeux, et dans ce regard froid et gris, il n'y avait aucune trace de peur. Pas de panique, pas de supplication, seulement un calme si terrible qu'il semblait surnaturel. Le calme d'un homme qui s'était trop souvent retrouvé face à des armes pour encore ressentir quoi que ce soit. Puis Vincent fit un pas en avant, lentement, délibérément, vers le canon pointé sur sa poitrine. Marcus recula d'un demi-pas, incapable de croire ce qu'il voyait. Il avait déjà pointé une arme sur des dizaines de personnes. Ils avaient tous réagi de la même manière. Peur, supplication, capitulation. Aucun d'entre eux, pas une seule fois, n'avait marché vers son canon. Ce n'était pas ce que faisait un homme sensé. C'était ce que faisait un fou, ou ce que faisait un homme si dangereux que la mort n'avait plus aucun sens pour lui. Vincent fit un autre pas, puis un autre. Chaque pas résonnait sur le parquet comme un battement de tambour lors d'un enterrement. À présent, le canon se trouvait à moins de 3 pas de la poitrine de Vincent, assez près pour que Marcus puisse voir chaque fil du gilet noir, assez près pour sentir la chaleur émanant du corps qui s'avançait vers lui, assez près pour comprendre que s'il appuyait sur la détente à cet instant, la balle transpercerait le cœur de Vincent avant même que celui-ci n'ait le temps de réaliser qu'il avait été touché. Mais Marcus n'appuya pas. Son doigt se figea sur la gâchette, incapable de bouger d'1 millimètre. Parce qu'une partie de lui, la plus primitive, celle qui l'avait maintenu en vie pendant 42 ans dans les rues brutales, lui criait que quelque chose n'allait pas, que quelque chose n'allait vraiment pas. Cet homme ne craignait pas la mort. Et un homme qui ne craint pas la mort est un homme qui n'a rien à perdre. Un homme qui n'a rien à perdre est l'homme le plus dangereux au monde. Vincent fit d'un pas de plus. Le canon touchait presque sa poitrine. Il pouvait sentir le froid du métal à travers le tissu. Il pouvait sentir l'odeur familière de l'huile du pistolet. Il pouvait voir le doigt tremblant de Marcus sur la gâchette. Mais il ne s'arrêta pas. Il se pencha en avant jusqu'à ce que le canon appuie sur le centre de sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Puis il parla, d'une voix légère comme un souffle, mais chaque mot était si clair que tout le restaurant silencieux pouvait l'entendre. Tear. Juste 2 mots, seulement 2, mais ils portaient le poids d'un univers. Marcus regarda Vincent dans les yeux et, pour la première fois de sa vie, il comprit ce que signifiait faire face à un véritable monstre. Pas le genre de monstre qui rugit et menace, mais celui qui est silencieux, calme et terrifiant, n'ayant plus rien à perdre. Sa main tremblait de plus en plus fort. Une sueur froide perlait sur son front. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Et à ce moment-là, dans un restaurant en ruine, couvert de sang et d'éclats de bois, Marcus Webb comprit une vérité qu'il avait refusé d'admettre toute la soirée. Il n'était pas le prédateur ici. Il ne l'avait jamais été. Dès l'instant où il était entré dans ce restaurant, il était devenu la proie sans même s'en rendre compte. Le temps s'arrêta à l'intérieur du Silver Spoon Diner. Du moins, c'est ce que ressentirent tous ceux qui observaient la scène devant eux. 2 hommes se faisaient une face. Un pistolet était pointé sur la poitrine de l'un d'eux, et personne ne savait si l'instant suivant apporterait la mort ou la vie. Marcus Webb essayait de garder la main ferme, mais son corps le trahissait. Une sueur froide coulait le long de sa colonne vertébrale, imprégnant le cuir sous sa veste. Son doigt sur la gâchette tremblait.
Pas légèrement, mais violemment, comme si une crise convulsive parcourait chaque fibre de ses muscles. Il voulait appuyer sur la gâchette. Il devait appuyer sur la gâchette. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il était devenu, exigeait qu'il appuie sur la gâchette immédiatement, mais il ne pouvait pas à cause de ses yeux. Les yeux gris de Vincent Castellano ne clignaient pas, ne vacillaient pas, ne reflétaient aucune émotion que Marcus pouvait nommer. Ils étaient comme deux trous noirs avalant de la lumière, avalant l'espoir, avalant la résistance. Marcus avait regardé dans beaucoup d'yeux avant de tuer des gens. Il avait vu la peur, il avait vu la supplication, il avait vu la haine, il avait même vu la résignation terne d'hommes qui savaient qu'ils allaient mourir. Mais il n'avait jamais vu ce vide. Le vide parfait d'un homme qui avait frôlé la mort trop souvent pour qu'elle ait encore un sens. Qui êtes-vous? La voix de Marcus était rauque, comme si chaque mot devait être arraché d'une gorge desséchée. La question résonna dans le restaurant silencieux, mais elle ne reçut pas de réponse immédiate. Vincent se contenta de le fixer du regard, laissant la pause s'étirer encore quelques secondes, suffisamment longtemps pour que la peur à l'intérieur de Marcus grandisse encore davantage. Puis Vincent prit la parole, d'un ton doux, mais chaque mot était tranchant comme une lame. Mauvaise question. Marcus cligna des yeux, perplexe. La question que tu devrais poser, c'est pourquoi tu es encore en vie. Vincent continua, toujours aussi calme, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Parce que je te le permets. Parce qu'elle te le permet. Vincent inclina légèrement la tête vers Grace sans quitter Marcus des yeux. Elle n'a pas besoin de te voir mourir devant elle. Elle a déjà vu assez de violence pour toute une vie. Marcus déglutit. Sa gorge était si sèche qu'il avait l'impression d'avoir du sable. Il commença à comprendre. Pas qui était Vincent, mais à quel point son erreur avait été catastrophique. Ce n'était pas un homme ordinaire qui emmenait sa petite amie dîner. C'était tout autre chose. Quelque chose qu'avec toutes ces années passées dans la rue, il n'aurait jamais dû toucher. Mais maintenant, tu l'as touché. Vincent continua sans élever la voix. Pourtant, la température dans le restaurant sembla baisser de quelques degrés, et cela ne pouvait être ignoré. Les yeux gris de Vincent se plissèrent légèrement. Et à cet instant, Marcus vit quelque chose sous la surface calme. Pas de la colère, pas de la haine, quelque chose de plus ancien, de plus primitif. Ce dont les hommes comme Marcus n'avaient entendu parler que dans les légendes urbaines. Le regard du diable. Le regard de quelqu'un qui avait tué tellement de fois qu'il n'avait plus besoin de raison. « Tu sais pourquoi je n'ai pas peur de ce pistolet ?» demanda Vincent, d'une voix légère comme une plume. « Parce que si tu tires, tu mourras. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais tu mourras. Et ce ne sera pas rapide, ce ne sera pas propre. Tu supplieras de mourir bien avant que mes hommes ne t'y autorisent. » Marcus sentit ses genoux fléchir. Chaque mot de Vincent le frappait comme une balle invisible, transperçant toutes les couches d'armure que Marcus avait construites au cours de sa vie et touchant directement la peur la plus primitive enfouie dans son âme. « Et tu penses que je mens? » Vincent pencha la tête comme s'il observait un insecte. « Regarde autour de toi. Regarde tes hommes. Puis demande-toi de quoi est capable un homme qui peut faire ça tout seul quand il a toute une armée derrière lui. » Marcus n'avait pas besoin de regarder. Il connaissait déjà le spectacle. 6 de ces hommes, 6 combattants qu'il avait suivis en enfer et en étaient revenus, gisaient comme des marionnettes abandonnées. Et tout cela avait été fait par un seul homme. L'arme dans la main de Marcus lui sembla soudain insupportablement lourde, plus lourd que tout ce qu'il avait jamais tenu dans sa vie. Son bras tremblait, il n'avait plus la force de le maintenir pointé sur la poitrine de Vincent. Petit à petit, le canon s'abaissa, s'éloignant de Vincent, tombant vers le sol, puis vint le bruit du métal frappant le bois. Le pistolet tomba de la main de Marcus, heurta le sol avec un cliquetis qui ressemblait à une cloche annonçant la fin. Il gisait là, parmi les morceaux de verre brisés et le café noir renversé, inoffensif et insignifiant. Les genoux de Marcus se dérobèrent. Il n'essaya plus de se maintenir debout. Il n'avait plus aucune force. Tout le pouvoir, toute l'arrogance, toute la réputation qu'il avait mis toute sa vie à construire s'était dissous sous le regard froid et gris de l'homme qui se tenait devant lui. Il tomba à genoux au milieu des décombres qu'il avait lui-même causés. La tête baissée, les épaules tremblantes, non pas de douleur, mais de peur. La peur la plus pure qu'il n'ait jamais connue.
Vincent regarda l'homme qui avait autrefois été le chef de gang le plus vicieux de la région, maintenant agenouillé à ses pieds comme un mendiant. Vincent ne dit rien d'autre. Il n'en avait pas besoin. Cette image, cet instant, était la réponse à toutes les questions que n'importe qui dans ce restaurant aurait pu poser. Sur qui était fort, sur qui était le vrai chasseur, et sur ce qui se passe lorsque des prédateurs ordinaires se heurtent à un véritable monstre. Au moment où Marcus Webb tomba à genoux, le monde du gang Scorpion s'effondra officiellement. Derrick fut le premier à bouger. Après de longues minutes passées immobile sur le sol, il avait repris suffisamment conscience pour comprendre que cette soirée s'était terminée de la pire manière possible. Il essaya de se relever, les mains tremblantes alors qu'elles appuyaient contre les planches de bois glacées, ses yeux pâles ne reflétant plus la malveillance qu'ils avaient lorsqu'il était entré. Il n'y avait plus que la terreur nue de quelqu'un qui venait de regarder l'enfer droit dans les yeux. Il n'essaya pas d'attaquer. Il rampait vers la porte du restaurant comme un chien battu, cherchant un moyen de fuir un maître brutal. Chaque mouvement était douloureux, chaque respiration était une lutte, mais son instinct de survie le poussait à continuer. Il fallait juste sortir. Il fallait juste échapper au regard de cet homme. Il fallait juste survivre à cette nuit. Vincent ne l'arrêta pas. Il resta simplement là, silencieux, regardant Derrick se traîner à travers les morceaux de verre brisés et les flaques de sang, laissant une traînée rouge sur le sol en bois, comme celle d'une limace géante. Vincent n'avait pas besoin de l'arrêter. Derrick n'était plus une menace. Derrick n'était plus qu'une leçon vivante pour tous ceux qui envisageaient encore de résister. L'homme barbu et l'homme chauve avaient repris connaissance à un moment donné, mais aucun des deux n'osait bouger. Ils restaient allongés là, les yeux écarquillés, fixant Vincent comme on fixe un dieu de la mort sortant d'un cauchemar. Lorsque Derrick passa devant eux en rampant, l'homme barbu tenta de bouger lui aussi, se traînant derrière son partenaire vers la porte à la vitesse d'un homme mourant. L'homme chauve resta complètement immobile, ses jambes lui faisant encore trop mal pour bouger, incapable que ce soit de rester allongé là et prier pour que l'homme debout au centre du restaurant ne regarde pas dans sa direction. L'homme au cou épais et l'homme au visage de cheval étaient toujours inconscients. Le sang des entailles sur leur tête avait cessé de couler, mais il s'étalait encore en taches rouges sur le sol comme d'étranges cartes. Ils ne se réveilleraient pas avant un certain temps, peut-être des heures, peut-être plus. Et lorsqu'ils le feraient, ils porteraient des blessures non seulement sur leur corps, mais aussi dans leur esprit. Des blessures qui leur rappelleraient à jamais cette nuit, ce restaurant, l'homme qu'ils avaient eu la folie de provoquer. Vincent se tenait au milieu des débris, son ombre s'étirant sur le sol sous les néons vacillants. Le restaurant Silver Spoon semblait avoir été frappé par une bombe. Les tables et les chaises étaient renversées, certaines réduites en morceaux de bois méconnaissables. Des tasses, des assiettes et des verres étaient éparpillés partout. La lumière se reflétait sur les éclats et projetait des milliers de petites pointes semblables à des étoiles tombées sur le sol. Du sang maculait le sol, les murs et même le plafond par endroits, peignant un portrait abstrait de la violence et de ses conséquences. L'odeur du café renversé, de la nourriture froide, de la sueur et du sang se mélangeaient pour former l'odeur caractéristique d'un champ de bataille. L'air était lourd et immobile, seulement rompu par la respiration saccadée des blessés et les sons faibles et impuissants de Marcus, toujours agenouillé sur le sol, la tête baissée, incapable de lever les yeux. Et au milieu de tout ce chaos, Vincent Castellano se tenait debout comme une statue sculptée dans la pierre et l'ombre. Son gilet était déchiré à l'épaule, quelques traces de sang, dont on ne savait pas à qui elles appartenaient, tachaient les poignettes de sa chemise blanche, mais il se tenait droit, respirait calmement, et ses yeux gris restaient aussi froids que la glace éternelle. Il n'avait pas l'air fatigué. Il n'avait pas l'air satisfait. Il se tenait simplement là, point d'immobilité au milieu de la tempête, attendant que tout se calme à son rythme. Derrière la caisse, Maggie sortit enfin de son état de choc. Ses mains ridées tremblaient, tandis qu'elle tendait la main vers le téléphone mural, ses doigts tâtonnant pendant plusieurs secondes avant qu'elle ne parvienne à composer les 3 chiffres. 9-1. Sa voix se brisa lorsqu'elle parla au répartiteur, les mots se bousculant dans la panique qui ne l'avait toujours pas quittée. Il y a une bagarre. Des gens sont blessés. Nous avons besoin d'une ambulance. Nous avons besoin de la police. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Elle répéta l'adresse du restaurant comme une litanie,
comme si elle craignait que si elle s'arrêtait de parler, les secours n'arriveraient jamais. Vincent entendit l'appel, mais ne réagit pas. Il savait que la police allait venir. Il savait qu'il y aurait des questions, des déclarations, des procédures, mais rien de tout cela n'avait plus d'importance qu'une seule chose. Il se retourna, ses yeux scrutant les débris, à la recherche de la femme qu'il avait décidé de protéger. Dès le premier instant où il avait vu la peur dans ses yeux, le Silver Spoon Diner avait sombré dans un silence pesant, comme un cimetière après minuit. La tempête était passée, mais ses cicatrices étaient gravées dans chaque centimètre carré de la petite pièce. La lumière néon au-dessus de leur tête clignotait à un rythme régulier, indifférente aux débris en dessous, projetant des traînées vertes et rouges sur les ruines, comme pour décorer une œuvre d'art démente. Le parquet avait perdu sa couleur brun chaud, désormais taché d'un mélange chaotique de sang, de café et de sauce provenant des assiettes renversées. Des traînées rouges s'étendaient de l'endroit où gisaient les victimes à celui où elles avaient tenté de ramper, dessinant une carte du désespoir. Des éclats de verre provenant de tasses et de verres brisés scintillaient partout comme des diamants bon marché éparpillés sur un champ de bataille. Terriblement beaux sous la lumière vacillante. Les tables et les chaises gisaient renversées comme des cadavres de bois. Une table avait été cassée en deux. Les deux morceaux étaient séparés de quelques pas. Ses pieds se dressaient vers le plafond comme des bras tendus vers l'aide. Les chaises avaient été projetées à travers le restaurant. L'une d'elles s'était encastrée dans le mur près de la fenêtre. Une autre était renversée dans l'allée. Un pied cassé s'était détaché et roulait parmi les débris. Les nappes blanches étaient devenues des chiffons tachés de sang et de nourriture, froissés et sales comme des drapeaux abandonnés jetés de côté. Le comptoir de caisse dans le coin était toujours debout, mais les sucriers, le porte-serviette et la vieille caisse enregistreuse avaient été déplacés. Une cafetière en verre gisait brisée au pied du comptoir. Le liquide sombre avait depuis longtemps refroidi et s'étalait comme une nappe d'huile toxique. L'odeur brûlée du café se mêlait à celle, métallique, du sang et à la sueur aigre de la peur, formant ce parfum caractéristique de la violence que personne ne souhaite respirer deux fois dans sa vie. 6 membres du gang des Scorpions étaient éparpillés dans le restaurant comme des pions renversés sur un échiquier. Marcus Webb était toujours agenouillé là où il était tombé, la tête baissée, le poignet cassé pendouillant inutilement à ses côtés, le corps tremblant malgré tous ses efforts pour le contrôler. Derrick avait rampé jusqu'à la porte, étendu face contre terre, une main tendue vers la poignée, comme s'il croyait encore possible de s'échapper, même épuisé. L'homme barbu gisait à côté de la table cassée, les yeux fermés, la poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration lourde et douloureuse. L'homme chauve était assis adossé au mur, serrant son genou blessé, le visage déformé par la douleur. Pourtant, il n'osait pas faire de bruit. L'homme au cou épais et l'homme au visage de cheval étaient toujours inconscients, gisant immobiles dans leur mare de sang. Seul le mouvement de leur poitrine prouvait qu'ils étaient encore en vie. Même les clients innocents portaient les marques de l'horreur de la nuit. Le couple de personnes âgées restait sous leur table, se serrant l'un contre l'autre, la femme pleurant sans bruit, tandis que le mari tremblait en lui caressant les cheveux, essayant de la calmer, même s'il était lui-même trop effrayé pour parler. L'homme qui priait dans un coin avait cessé de murmurer. Il était maintenant assis, le regard vide, fixant le vide comme si son âme s'était enfuie pendant le chaos. Une jeune femme était recroquevillée sous une banquette près de la fenêtre, les deux mains sur les oreilles, les yeux fermés, refusant de reconnaître la réalité qui l'entourait. Maggie se tenait derrière le comptoir, le combiné du téléphone toujours à la main, même si l'appel était terminé depuis longtemps. Elle regardait son restaurant, l'endroit où elle travaillait depuis 30 ans, désormais détruit comme s'il avait survécu à un tremblement de terre, et des larmes silencieuses coulaient sur ses joues ridées. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa vie, avait servi toutes sortes de clients, des plus honnêtes aux plus criminels, mais elle n'avait jamais été témoin d'une scène comme celle de ce soir. Le silence recouvrait tout. Pas de sanglots, pas de cris, pas de supplications, seulement des respirations, de faibles gémissements et la musique du vieux jukebox dans le coin, qui continuait à jouer une douce chanson country, insouciante et déplacée au milieu de cet enfer. Une mélodie d'amour et d'espoir flottait au milieu du sang et des débris, créant un contraste si étrange qu'il semblait irréel.
Et au cœur de ce silence, parmi les corps étendus et les yeux écarquillés de terreur, Vincent Castellano se tenait comme le centre de cet univers chaotique, calme, froid, intact. Vincent se retourna, ses pas résonnant sur le plancher en bois éclaté, comme des tambours dans le silence. Il passa devant les corps étendus partout, devant les flaques de sang et de café, devant les débris des tables et des chaises, ses yeux balayant le restaurant à la recherche d'une seule et unique personne. Grace, où était-elle dans tout ce chaos? Il l'avait poussée vers le coin arrière de la banquette lorsque la bagarre avait commencé. Il avait essayé de la tenir à l'écart du centre de la violence, mais dans les minutes folles qui avaient suivi, il n'avait pas pu la regarder. Il ne pouvait se permettre d'être distrait, même une seconde. Maintenant que tout était fini, l'inquiétude qu'il avait refoulée pendant tout ce temps remonta comme un raz de marée. Puis il la vit. Grace était recroquevillée dans le coin le plus éloigné de la banquette, là où l'ombre et la lumière se rencontraient, créant une zone floue. Elle s'était faite si petite qu'elle semblait disparaître dans l'angle du mur. Les genoux serrés contre sa poitrine, les bras enroulés autour de ses jambes, comme si elle essayait de se protéger pour ne pas s'effondrer. Ses cheveux châtains étaient entremêlés et cachaient une partie de son visage. Mais Vincent pouvait encore voir la couleur de sa peau. Il pouvait encore voir ses épaules trembler sans cesse, malgré tous ses efforts pour se contrôler. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, ne voulant pas s'approcher trop vite, ne voulant pas l'effrayer à nouveau. Elle avait déjà assez souffert, beaucoup trop, et il savait que parfois, la présence soudaine d'un homme, même celui qui venait de lui sauver la vie, pouvait réveiller des peurs enfouies au plus profond d'elle-même. Comme si elle sentait son regard, Grace leva lentement la tête. Ses yeux vert pâle le trouvèrent dans la pénombre. Et à l'instant où leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter à nouveau. Mais cette fois, le silence n'était pas chargé de tension ou de violence. Il était chargé d'autre chose, quelque chose de plus doux, de plus profond et de plus douloureux que n'importe quelle blessure physique. Les yeux de Grace étaient humides, non pas parce qu'elle pleurait, mais parce que des larmes s'étaient accumulées pendant tout le temps où elle était restée assise là, essayant de ne pas faire de bruit, essayant de ne pas devenir un fardeau, essayant de ne pas exister. C'était une habitude qu'elle avait prise au fil des années passées dans l'ombre, où son existence avait toujours été malvenue. Dans ses yeux, Vincent lut tout un roman qui n'avait pas besoin de mots. Il y vit de la peur, mais pas de la peur de lui. Il y vit de la stupéfaction, comme si elle ne pouvait croire que quelqu'un ait pris sa défense. Il y vit de la gratitude profonde et désespérée, le genre de gratitude qui appartient à quelqu'un qui s'est trop habitué à être abandonné. Et il vit de la douleur, une vieille douleur mêlée à une nouvelle, la douleur de blessures qui ne guérissent jamais vraiment. Vincent ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Il y a des moments où les mots deviennent inutiles, voire insultants. C'était l'un d'entre eux. Au lieu de cela, il resta simplement là et laissa sa présence devenir un serment sans bruit. « Je suis là. Tu es en sécurité. Personne ne peut plus te toucher. » Grace le regarda, et dans son regard, Vincent vit quelque chose commencer à changer, comme si un mur invisible, le mur qu'elle avait construit pendant tant d'années pour se protéger du monde, avait commencé à se fissurer. Elle ne lui faisait pas confiance. Pas encore. La confiance ne vient pas facilement aux personnes qui ont été trahies trop souvent. Mais elle se permettait de le regarder vraiment. Non pas avec les yeux d'une proie observant un chasseur, mais avec les yeux d'un être humain regardant un autre être humain. Et pour Vincent, cela suffisait amplement. Les lèvres de Grace bougèrent comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était toujours serrée, toujours bloquée par des sentiments trop grands pour être exprimés par des mots. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était le regarder, ses yeux vert pâle tremblant sous la lumière néon, renfermant un océan de choses qu'elle ne pouvait pas dire. Vincent fit un petit signe de tête, un geste si léger qu'il était presque invisible. Mais Grace le vit. Elle le vit et elle comprit. C'était sa façon de lui dire qu'il savait. Il savait qu'elle avait peur. Il savait qu'elle souffrait. Il savait qu'elle avait vécu des choses que personne ne devrait jamais avoir à vivre. Et il ne la jugeait pas. Il ne la plaignait pas. Il l'acceptait, tout simplement. Dans le coin sombre du restaurant en ruine, parmi l'odeur du sang et du café froid, parmi les gémissements des blessés et la chanson country déplacée qui continuait de jouer, deux personnes se faisaient face en silence.
Un parrain de la mafia avec du sang sur les mains et un cœur qui s'était transformé en pierre depuis longtemps. Une jeune femme avec un passé plein d'ombre et un avenir brouillé par l'incertitude. Ils n'avaient rien en commun. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais le destin, qui ne demande jamais la permission à personne, les avait réunis dans la même pièce lors de cette nuit fatidique. Et à cet instant, leurs regards toujours rivés l'un à l'autre, Vincent Castellano ressentit en lui quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Un fil invisible, fragile mais indestructible, le reliait à la femme tremblante dans ce coin sombre. Vincent s'approcha. Chaque pas était lent, prudent, comme s'il s'approchait d'un oiseau blessé, craignant que le moindre mouvement brusque ne le fasse s'envoler. Le verre brisé craquait sous les semelles de ses chaussures en cuir. Un petit bruit, mais aigu dans le silence du restaurant. Il passa devant des flaques de sang qui commençaient à sécher, devant les morceaux de bois éparpillés de la table détruite, devant la distance invisible entre deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Alors qu'il s'approchait, Grace se recroquevilla sans réfléchir, par réflexe, comme un corps entraîné par la douleur. Mais elle ne détourna pas le regard. Elle ne s'enfuit pas. Elle resta là, ses yeux vert pâle rivés sur lui comme s'il était la seule bouée de sauvetage qui lui restait dans l'océan noir dans lequel elle se noyait depuis des années. Vincent s'arrêta à côté de la banquette, assez près pour que Grace sente sa chaleur, mais assez loin pour ne pas envahir son espace. Puis il fit quelque chose de si simple que cela aurait semblé presque insignifiant à n'importe qui d'autre. Il lui tourna le dos et resta là. Son dos devint un mur entre Grace et le reste du monde, entre elle et les corps éparpillés sur le sol, entre elle et les regards curieux des autres clients du restaurant, entre elle et tout ce que la nuit avait apporté de terrifiant, de douloureux et de menaçant. Il ne dit rien. Il ne se retourna pas pour lui demander si elle allait bien. Il n'essaya pas de la réconforter avec des phrases creuses. Il resta simplement là, silencieux, solide comme une montagne, la protégeant du monde avec son propre corps. Et ce silence, ce simple geste, brisa tous les murs que Grace avait mis 27 ans à construire. Elle avait été battue et personne ne l'avait protégée. Elle avait été maltraitée et personne ne l'avait défendue. Elle avait été rejetée. Personne n'était revenu la chercher. Elle avait appris à ne compter sur personne, à ne faire confiance à personne, à ne pas se permettre d'être faible devant qui que ce soit. Parce que la faiblesse était synonyme de danger. La faiblesse était synonyme de souffrance. La faiblesse signifiait devenir une proie. Mais maintenant, assise dans le coin sombre d'un restaurant en ruine, fixant le large dos qui se dressait entre elle et le monde, Grace sentit quelque chose en elle commencer à fondre, quelque chose qui s'était figé il y a longtemps, depuis la nuit où son propre oncle l'avait poussée dans un camion sombre sous des regards avides. Au fil des ans, elle avait vécu en enfer sans que personne ne sache même qu'elle existait. Depuis le jour où elle s'était échappée et avait réalisé que la liberté pouvait être juste une autre forme de solitude. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un se tenait entre elle et l'obscurité. La première larme coula et Grace ne s'en rendit même pas compte. Elle glissa le long de sa joue creuse, tomba sur le genou qu'elle serrait fermement et imprégna le tissu de sa vieille robe. Puis une deuxième larme, puis une troisième. Puis le flot se déchaîna, débordant tous les barrages qu'elle avait construits, emportant toutes les contraintes qu'elle s'était battue pour maintenir en place. Grace pleura, non pas les petits sanglots étouffés qu'elle s'était entraînée à utiliser pour que personne ne l'entende, mais de vrais pleurs, les pleurs d'une enfant abandonnée enfin retrouvée, les pleurs d'une femme qui avait été forte pendant trop longtemps et qui s'autorisait enfin à être faible. Ses épaules tremblaient, son souffle se coupait et se brisait. Les larmes et le mucus coulaient ensemble sur un visage qui ne pouvait plus rester calme. Elle pleurait pour ce qu'elle avait perdu. Elle pleurait pour ce qu'elle n'avait jamais eu. Elle pleurait pour la jeune fille de 16 ans trahie par la seule famille qui lui restait. Elle pleurait pour les années d'obscurité qu'elle avait survécues, en tuant petit à petit des parties d'elle-même. Elle pleurait pour la femme de 27 ans qui essayait encore de rassembler les morceaux brisés de sa vie. Vincent entendit les sanglots derrière lui. Ses épaules se raidirent un instant, comme si ce son avait touché quelque chose au plus profond de lui, mais il ne se retourna pas. Il comprenait que Grace avait besoin de pleurer, besoin de libérer tout ce qui était resté emprisonné en elle, et elle avait besoin de pleurer sans se soucier que quelqu'un la regarde, la juge, la plaigne.
Il resta simplement là, dos à elle. Ses yeux gris et froids, fixés sur le restaurant en ruine, veillant sur le moment le plus intime que Grace avait été autorisée à vivre depuis de longues années. Le hurlement des sirènes déchira la nuit, ramenant tout à la réalité. Des lumières rouges et bleues clignotaient à l'extérieur des fenêtres, projetant des bandes de couleurs tournoyantes dans le restaurant en ruine et transformant la pièce en une étrange scène de théâtre. Des corps étaient éparpillés comme les acteurs d'une pièce tragique. Une voiture de police s'arrêta dans un crissement de pneus sur le parking. Les portes claquèrent, des bottes martelèrent le gravier. Tout cela se fondit dans une symphonie brutale d'ordre qui tentait de revenir. Grace cessa de pleurer. Sa respiration était encore irrégulière, mais elle commençait à la maîtriser. Elle essuya ses larmes du revers de la main, rapidement et avec un peu de gêne, comme si elle avait peur que quelqu'un voie sa faiblesse. Mais Vincent resta exactement où il était, lui tournant toujours le dos, sans se retourner, tant la regarder, comme s'il n'avait aucune idée à quel point elle venait de pleurer. Et Grace lui en était reconnaissante. La porte du restaurant s'ouvrit brusquement et une autre silhouette se précipita à l'intérieur. Ce n'était pas un policier, mais un homme d'une quarantaine d'années, solidement bâti, aux cheveux noirs courts et au visage anguleux marqué par la dureté de quelqu'un habitué à la violence. Tony Russo, le garde du corps le plus fidèle de Vincent Castellano, l'homme qui avait reçu l'ordre d'attendre dehors dans la voiture pendant le dîner et qui était maintenant clairement paniqué par ce qu'il avait manqué. Le regard de Tony balaya le restaurant, des corps gisant sur le sol au sang répandu sur les planches, des meubles brisés au visage pâle des clients. Puis ses yeux se posèrent sur Vincent, debout, calme, au milieu du chaos, comme s'il venait de faire une promenade dans le parc. Tony poussa un soupir de soulagement, mais son visage se crispa aussitôt lorsque la vérité le frappa. Il avait échoué dans sa mission de protection. « Patron, je... » commença Tony, la voix chargée de culpabilité. « Ce n'est pas grave, » l'interrompit Vincent, aussi calme que jamais. « Occupe-toi d'elle. » Il inclina légèrement la tête vers Grace sans se retourner. Tony acquiesça et se dirigea rapidement vers la cabine où Grace était assise. Il prit place à côté de Vincent, formant un deuxième mur, plus épais et plus solide, entre la femme tremblante et le reste du monde. Les policiers envahirent le restaurant comme une vague déferlant sur une digue. 2, puis 4, puis 6 agents, tous affichant la tension et la vigilance de personnes répondant à un appel pour violence grave. Ils aboyèrent des ordres familiers. Les mains en l'air, que personne ne bouge, montrez-moi vos mains. Mais lorsqu'ils ont pris conscience de la scène, lorsqu'ils ont vu 6 hommes étendus par terre et un homme debout, calme, au milieu des débris, leurs cris se sont adoucis, remplacés par un silence stupéfait. Un agent, apparemment le supérieur, avec un insigne de sergent sur la poitrine, s'est approché de Vincent, la main sur son étui. « Qui êtes-vous? Identifiez-vous et expliquez votre implication. » Que s'est-il passé? Vincent ne répondit pas tout de suite. Il fouilla lentement dans la poche intérieure de son gilet, en bougeant avec précaution et de manière claire, afin que personne ne puisse se méprendre sur ses intentions, sortit une carte de visite et la tendit à l'officier. Le superviseur prit la carte, la regarda, et Vincent put voir le moment précis où la reconnaissance changea le visage de l'homme. Il pâlit légèrement, ses yeux s'écarquillèrent légèrement et sa main quitta immédiatement son étui. Vincent Castellano. Ce nom n'avait pas besoin d'explication. Il n'avait pas besoin d'être présenté. C'était un nom que tous les agents des forces de l'ordre du pays connaissaient, respectaient et comprenaient. On ne le touchait pas sans une très bonne raison. « Je comprends », dit l'agent en hochant la tête, son ton passant de l'exigence au respect. « Nous aurons besoin de votre déposition plus tard. » Et ces hommes, ce sont eux qui ont attaqué les premiers, dit Vincent d'un ton neutre. Il y a des témoins. Le policier regarda autour de lui, vit Maggie acquiescer derrière la caisse, vit d'autres clients acquiescer également. Et il comprit. Il fit signe à son équipe et les policiers se mirent au travail. Les menottes apparurent, froides et brillantes sous les lumières. Marcus Webb fut menotté en premier. Son poignet cassé obligea le policier à procéder avec plus de précaution, mais cela n'empêcha pas le cliquetis métallique du verrou qui se refermait. Derrick fut traîné hors de la porte. Ses bras furent tirés derrière son dos et menotté alors qu'il était encore à moitié étourdi par le coup reçu à la tempe. Un par un, les membres du gang des Scorpions furent menottés, relevés,
ou hissés sur des civières, emmenés dehors ou retenus pour l'ambulance. Les lumières rouges et bleues continuaient de clignoter, baignant des visages désormais empreints de défaite et de désespoir. Des visages qui, quelques heures plus tôt, affichaient encore une attitude arrogante et qui n'étaient plus désormais que la résignation face aux conséquences d'un seul mauvais choix. L'ambulance est arrivée peu après que sa sirène se soit jointe au cœur nocturne de la police. Les ambulanciers se sont précipités avec des civières et du matériel et ont commencé à soigner les blessés, même ceux qui avaient déclenché les violences. Car la loi ne fait pas de discrimination et même les criminels ont le droit d'être stabilisés avant d'être traduits en justice. Vincent s'est écarté pour laisser la police et les ambulanciers faire leur travail. Tony resta aux côtés de Grace, la protégeant avec une concentration absolue. Et Grace resta recroquevillée dans le coin de la cabine, regardant d'un œil sec mais encore rougi par les larmes les hommes qui avaient voulu lui faire du mal être emmenés un par un. Maggie fut la première à s'avancer pour faire sa déposition. Elle travaillait au Silver Spoon Diner depuis 30 ans, avait vu défiler toutes sortes de clients, avait été témoin de petites disputes et de gros problèmes, mais elle n'avait jamais rien vu de tel que ce soir-là, et elle n'avait jamais ressenti un besoin aussi intense de s'exprimer. Elle s'approcha de l'officier responsable, les mains ridées encore légèrement tremblantes, mais la voix retrouvant sa fermeté. Elle raconta tout depuis le début, depuis le moment où 6 voyous vêtus de cuir étaient entrés dans le restaurant en fanfaronnant, jusqu'à la façon dont ils avaient harcelé les gens, jusqu'à la façon dont ils avaient pris pour cible la jeune femme assise dans le coin, jusqu'au moment où leur chef avait attrapé cette femme par les cheveux et lui avait tiré la tête en arrière. Ils n'avaient rien fait avant qu'ils n'attaquent les premiers, dit Maggie, fixant l'officier du regard comme pour le mettre au défi de la contredire. Il était resté assis là, mangeant normalement, sans chercher la bagarre avec personne. C'était eux. C'était eux qui avaient commencé. Ils n'avaient fait que protéger cette fille. Le policier prit des notes, acquiesçant, sans faire de commentaires. Mais Maggie n'avait pas fini. Elle continua en décrivant comment les scorpions avaient menacé les autres clients, comment ils avaient donné des coups de pied dans les chaises et crié, comment ils avaient regardé les femmes du restaurant avec des yeux affamés et lubriques. Elle a parlé de Derrick et du couteau, du pistolet que Marcus avait sorti, de chaque étape de la violence que ces hommes avaient escaladée avant que Vincent ne réagisse. Le couple de personnes âgées s'est ensuite présenté. Ils s'étaient cachés sous une table pendant la bagarre. Mais avant cela, ils avaient tout vu. Le mari a parlé le premier, d'une voix tremblante mais claire, décrivant comment les voyous étaient entrés et avaient changé l'atmosphère du restaurant en quelques secondes. La femme a pris la parole à son tour, racontant comment la jeune femme s'était recroquevillée de peur lorsqu'il s'était approché, le cri douloureux qu'elle avait poussé lorsqu'il lui avait tiré les cheveux, le moment où l'homme assis à sa table s'était levé et avait fait ce que personne d'autre dans le restaurant n'avait eu le courage de faire. « Il l'a sauvée », a déclaré la femme, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Sans lui, je n'ose même pas imaginer ce qui serait arrivé à cette pauvre fille. » L'homme qui priait dans un coin a également témoigné. Il tremblait encore, il était encore pâle, mais sa voix trahissait la certitude de quelqu'un qui croyait en ce qu'il avait vu. Il a décrit comment Vincent s'était retenu pendant longtemps, comment il n'avait pas réagi, même lorsqu'il avait été provoqué, comment il avait attendu qu'il n'y ait plus d'autre choix. C'était de la légitime défense, a déclaré l'homme. Je l'ai vu clairement. Il n'a attaqué personne avant que la fille ne soit maltraitée. Il a seulement fait ce qu'il devait faire pour la protéger. Les témoins présents dans le restaurant se sont présentés les uns après les autres. La jeune femme qui s'était cachée sous la banquette près de la fenêtre, le camionneur qui avait essayé de s'échapper par l'arrière, mais qui n'y était pas parvenu. Quelques autres clients qui tremblaient encore, mais qui étaient suffisamment calmes pour se souvenir de ce qui s'était passé. Tous ont raconté la même histoire. Tous ont souligné la même vérité. Ce sont les hommes en cuir qui ont commencé. L'homme en costume noir n'a réagi que lorsque la femme à côté de lui a été agressée. C'était de la légitime défense. Il protégeait quelqu'un d'autre. C'est ce que tout homme honnête aurait fait s'il en avait eu la possibilité. Lorsque le responsable a fini d'écrire, il a fermé son carnet et a regardé Vincent, qui se tenait près de la banquette où Grace était assise. L'expression du policier était complexe. Un mélange de respect réticent et de soulagement à l'idée qu'il n'aurait pas à affronter le nom effrayant inscrit sur cette carte de visite.
Les déclarations des témoins concordent toutes, a déclaré le policier. Il était désormais professionnel et n'était plus tendu. Monsieur Castellano, nous aurons peut-être besoin que vous veniez au poste plus tard pour une déposition plus complète, mais pour l'instant, vous êtes libre de partir. Vincent acquiesça et ne dit rien de plus. Il n'avait pas besoin de discuter. Il n'avait pas besoin d'expliquer. La vérité avait déjà été révélée par les voix de personnes qui n'avaient aucune raison de le protéger. Des personnes qui ne faisaient que répéter ce qu'elles avaient vu. Et ce qu'elles avaient vu, c'était un homme qui s'était levé pour protéger une femme, alors que personne d'autre n'osait le faire. L'officier superviseur se tenait à quelques pas de Vincent, la carte de visite toujours à la main, son pouce frottant inconsciemment les lettres en relief comme s'il avait besoin de confirmer qu'elle était réelle. Vincent Castellano. Ce nom n'était pas un secret. Il était murmuré lors de réunions à huis clos au bureau fédéral, mentionné dans les briefings sur le crime organisé, gravé dans l'esprit de tous ceux qui travaillaient dans les forces de l'ordre sur la côte Est. Mais voir le nom sur le papier et se retrouver face à l'homme qui le portait étaient deux choses complètement différentes. L'officier, un homme avec 20 ans d'expérience, qui avait eu affaire à toutes sortes de criminels, des petits voleurs aux tueurs de sang-froid, se sentit soudain comme un novice face à un général chevronné. Il essaya de garder son masque professionnel, de s'accrocher à l'autorité de la loi, mais quelque chose dans les yeux gris et froids de Vincent fit fondre sa confiance comme neige au soleil. « Monsieur Castellano, » dit l'officier, s'efforçant de garder une voix calme, même si un léger tremblement se glissa dans sa voix. « J'ai besoin de vous poser quelques questions supplémentaires pour compléter le rapport. C'est juste la procédure. » Vincent acquiesça légèrement et ne dit rien. Il se tenait là, le dos droit, les bras naturellement le long du corps, ne montrant aucun signe d'inquiétude ou de malaise. Il avait affronté la police plus de fois qu'il ne pouvait les compter. Il avait été interrogé par les meilleurs agents du FBI, enquêté par des procureurs ambitieux, suivi par des forces spéciales d'élite, et aucun d'entre eux n'avait pu l'atteindre. Un agent local dans un restaurant routier près d'une autoroute du Nouveau-Mexique ne le préoccupait pas. « Avec qui étiez-vous ce soir ?» demanda l'agent, le stylo suspendu au-dessus de son carnet. « Une amie », répondit Vincent d'une voix aussi froide que le vent glissant sur la glace. « Cette femme ?»« Oui. Est-elle votre employée ?»« Non. » La réponse fut si brève que l'agent dut marquer une pause. Il regarda Vincent, essayant de lire quelque chose sur ce visage impassible, mais ne trouva rien d'autre que du vide. « Qui est-elle pour vous? »« Quelqu'un que je protège. » L'agent fronça légèrement les sourcils et nota la réponse, même si elle n'expliquait rien. Il savait qu'il marchait sur des œufs. En posant trop de questions, il risquait de s'attirer des ennuis qui ne valaient pas son salaire. En posant trop peu de questions, ses supérieurs pourraient l'accuser de ne pas faire son travail. Mais en regardant ses yeux froids et gris, il savait quel choix était le plus sage. « Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé ?» demanda l'officier, d'un ton plus doux, presque trop poli. « Les témoins ont déjà fait leur déposition, » répondit Vincent. « Je sais, » dit l'officier en hochant la tête, « mais j'ai quand même besoin de l'entendre de votre bouche. »« Ils sont entrés, » dit Vincent, chaque mot tombant comme une pierre froide. « Ils ont harcelé les clients. Ils l'ont prise pour cible. L'un d'eux l'a attrapé par les cheveux. J'ai réagi. Et les blessures? Légitime défense. Quelle arme avez-vous utilisée? Mes mains nues. » L'agent cessa d'écrire et leva les yeux, l'incrédulité se lisant sur son visage. « 6 hommes. Vous avez mis 6 hommes à terre à mains nues. Vous avez vu le résultat, » dit Vincent, d'un ton impassible, sans fierté, sans ostentation. C'était simplement un fait, et il n'avait pas besoin de l'embellir. L'agent jeta un coup d'œil autour de lui, à la salle de restaurant saccagée, aux scorpions chargés dans les ambulances et les voitures de police, au sang sur le sol et aux débris éparpillés partout. Puis il regarda à nouveau Vincent, debout devant lui, sans la moindre égratignure, et un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas un homme d'affaires prospère. C'était un prédateur revêtu d'une peau humaine, une arme affûtée dans l'ombre jusqu'à atteindre la quasi-perfection. Et l'officier remercia silencieusement Dieu que cette arme ne soit pas pointée sur lui ce soir-là. « Je pense que cela suffit, » dit l'officier en fermant son carnet plus vite que nécessaire. « Comme je vous l'ai dit, vous êtes libre de partir. Si nous avons besoin d'autre chose, nous contacterons votre avocat. » Vincent acquiesça à nouveau. Il ne prit pas la peine de le remercier.
Il ne prit pas la peine de dire au revoir. Il se retourna et se dirigea vers la cabine où Grace était assise, laissant l'officier debout, la carte de visite toujours à la main, et le sentiment désagréable d'avoir survécu à quelque chose qu'il n'avait même pas compris. Les autres agents présents dans le restaurant remarquèrent le changement d'attitude de leur supérieur. Ils ne savaient pas exactement qui était l'homme en costume noir, mais ils comprenaient le langage de l'autorité. Ils reconnurent le respect tacite, la prudence excessive, la retraite silencieuse, et ils furent assez intelligents pour s'y conformer. Personne n'approcha plus Vincent. Personne ne posa d'autres questions. Personne n'osa soutenir trop longtemps son regard froid et gris. Ils retournèrent à leur travail, recueillant des preuves, photographiant les lieux, prenant des dépositions supplémentaires, mais ils gardèrent leur distance avec l'homme debout à côté de la femme dans le coin, comme s'il était une frontière que personne n'avait le droit de franchir. Les ténèbres avaient un nom, et ce nom était Vincent Castellano. Une ambulancière s'approcha de la table où Grace était assise. Elle tenait une trousse de premiers secours dans ses mains. Son visage était professionnel, mais adouci par la gentillesse de quelqu'un habitué à travailler avec des victimes. Elle était jeune, peut-être seulement quelques années plus âgée que Grace, les cheveux noirs soigneusement tirés en arrière, les yeux bruns chaleureux reflétant une empathie sincère. Elle s'arrêta à une distance respectueuse, sans s'approcher trop près, sans toucher sans permission, comme si elle avait été formée pour s'occuper de personnes dont les blessures n'étaient pas seulement superficielles. « Bonjour, je m'appelle Sarah », dit l'ambulancière d'une voix lente et douce. « Puis-je vous examiner pour m'assurer que vous n'êtes blessé nulle part? Je ne ferai rien sans vous en parler au préalable. » Grace leva les yeux vers cette femme inconnue, puis son regard se porta automatiquement vers Vincent. Il se tenait à quelques pas d'elle, le dos encore partiellement tourné vers elle comme un bouclier invisible, la tête légèrement inclinée pour pouvoir observer ce qui se passait. Lorsque leurs regards se croisèrent, il lui fit un petit signe de tête. Un geste si subtil et pourtant si clair que Grace comprit qu'elle était en sécurité, qu'il était toujours là, que personne ne pouvait lui faire de mal. Grace regarda à nouveau l'ambulancière et acquiesça, même si son corps avait déjà commencé à se crisper. Sarah s'approcha lentement, d'un pas prudent, comme si elle s'approchait d'un cerf sauvage. Elle posa la trousse sur la table, l'ouvrit, en sortit une petite lampe de poche et quelques compresses de gaz. « Je vais d'abord examiner votre tête, » dit Sarah d'une voix calme, presque comme une berceuse. « On vous a tiré les cheveux assez fort. Votre cuir chevelu est peut-être irrité ou blessé. » La main de Sarah se leva et toucha légèrement les cheveux châtains de Grace. Et à cet instant, tout s'écroula. Grace n'était plus au restaurant Silver Spoon. Elle se trouvait dans une pièce sombre, humide et viciée. La vieille fumée de cigarettes était emprisonnée dans l'air comme un poison. Elle avait de nouveau 16 ans, elle était mince et tremblante, debout devant son oncle, les yeux remplis de larmes et le cœur brûlant de trahison. « Je t'emmène dans un endroit meilleur », avait dit sa voix, lisse et fausse. « Tu auras une nouvelle vie. » Mais cet endroit meilleur s'était avéré être un camion sombre, rempli de regards affamés. Cette nouvelle vie avait été 3 années d'enfer, de mains rugueuses et de nuits sans lever de soleil. Elle se souvenait de la sensation de ses cheveux tirés, d'être poussée, d'être maintenue en place lorsqu'elle essayait de se défendre. Elle se souvenait des rires des hommes qui la traitaient comme un jouet, des pleurs des autres filles dans la pièce voisine, du silence dans lequel elle s'était entraînée lorsqu'elle avait compris que ne pas faire de bruit était le seul moyen de survivre. Elle se souvenait du jour où elle s'était échappée, courant à travers les bois, les pieds nus en sang, n'osant jamais se retourner. Elle se souvenait des nuits passées à dormir dans les coins de rue, des repas récupérés dans les poubelles, des regards dégoûtés des passants. Elle se souvenait comment elle s'était reconstruite petit à petit à partir de ses cendres, jusqu'à devenir la femme de 27 ans, assise dans ce restaurant routier. « Chérie ». La voix de Sarah ramena Grace au présent. « Ça va? » « Tu trembles. » Grace cligna des yeux et réalisa qu'elle tremblait de manière incontrôlable, que sa respiration était superficielle et rapide, et que des gouttes de sueur froide perlèrent sur son front. Elle essaya de se calmer, d'enfouir ses souvenirs au plus profond d'elle-même, là où ils devaient rester. Inspire, expire, inspire, expire. Elle était ici. Elle était en sécurité. Elle n'était plus la jeune fille de 16 ans qui avait été trahie,
Je vais bien, dit Grace d'une voix rauque, mais qu'elle s'efforçait de maintenir calme. Continuez, s'il vous plaît. Sarah la regarda avec compréhension, le regard de quelqu'un qui avait vu trop de victimes portant des blessures invisibles. Elle n'insista pas. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle se remit simplement au travail avec autant de douceur que possible. Elle examina le cuir chevelu de Grace à la recherche de coupures ou de gonflements. Elle utilisa la lampe torche pour examiner ses pupilles, s'assurant qu'il n'y avait aucun signe de traumatisme crânien. Elle examina le cou et les épaules de Grace, les endroits qui pouvaient être sollicités lorsque quelqu'un recevait un coup à la tête. Physiquement, vous n'avez rien de grave, dit Sarah lorsqu'elle eut terminé. Vous aurez peut-être mal à la tête et au cou pendant quelques jours, mais vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital. Grace acquiesça, soulagée. Même si elle savait que ses véritables blessures n'étaient pas physiques, elles étaient profondément enfouies en elle. Aucune trousse de secours ne pouvait les atteindre, aucun médicament ne pouvait les guérir. C'étaient des cicatrices invisibles qu'elle porterait toute sa vie, des cicatrices qui avaient façonné sa personnalité, sa vision du monde, la peur constante qu'elle essayait de cacher derrière un visage calme. Sarah se leva, rangea son matériel et adressa un sourire sincère à Grace. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez », dit-elle avant de s'éloigner. Grace ne répondit pas. Elle se contenta de regarder les ambulanciers s'éloigner. Puis son regard se posa à nouveau sur Vincent. L'homme se tenait toujours là, immobile comme une statue, la protégeant au milieu des débris du restaurant et des débris de ses souvenirs. Le responsable s'approcha une dernière fois de Vincent, le visage moins tendu que lorsqu'il avait vu la carte de visite pour la première fois. « Tout est terminé, dit-il. Il était désormais professionnel, sans la réserve qu'il avait affichée au début. Vous et la femme pouvez partir. Si nous avons besoin de déclarations supplémentaires, nous vous contacterons à l'aide des informations que vous nous avez fournies. » Vincent acquiesça sans parler. Il ne prit pas la peine de serrer la main ou d'engager une conversation polie. Il se retourna et se dirigea vers la banquette où Grace était toujours assise, ses yeux vert pâle le suivant comme s'il était le seul phare restant dans l'obscurité. Il s'arrêta à côté de la table et ne dit rien. Il tendit simplement la main. Il y avait encore quelques traces de sang séché sur le dos de sa main. Une légère ecchymose sur ses jointures, due au coup qu'il avait donné, mais sa main était ferme et assurée, comme une promesse qui n'avait pas besoin de mots. Grace regarda cette main pendant un moment, puis leva les yeux vers le visage de Vincent. Il ne la pressa pas. Il ne semblait pas impatient. Il attendait simplement avec la patience infinie d'un homme habitué à contrôler le temps plutôt que de se laisser contrôler par lui. Lentement, elle posa sa petite main dans la sienne. Sa peau était froide et légèrement humide de sueur, tremblant légèrement lorsqu'elle rencontra la chaleur et la rugosité de la sienne. Vincent referma ses doigts assez doucement pour qu'elle sache qu'il la tenait, mais pas trop fort pour qu'elle se sente prisonnière. Puis il tira légèrement sur sa main pour l'aider à se relever, la guidant hors de la cabine avec la précaution de quelqu'un qui manipule du verre fin. Ils traversèrent le restaurant en ruine, passant entre les éclats de verre et le sang séché, entre les policiers et les médecins qui travaillaient encore. Personne ne les arrêta. Personne ne posa d'autres questions. Tout le monde s'écarta simplement à l'approche de Vincent, comme si un champ invisible autour de lui repoussait le monde. Grace marchait à ses côtés, sa main toujours dans la sienne. Une sensation étrange et inconnue. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un lui avait tenu la main sans intention de lui faire du mal. Peut-être était-ce sa mère, avant qu'elle ne meure de maladie quand Grace avait 16 ans, avant que Grace ne soit confiée à son oncle et ne commence sa descente aux enfers. La porte du restaurant s'ouvrit et l'air nocturne s'engouffra autour d'eux. Frais, pur, rien à voir avec l'atmosphère suffocante à l'intérieur, qui empestait encore le sang et le café renversé. Grace prit une profonde inspiration, laissant la nuit remplir ses poumons comme si elle pouvait laver tout le poison qu'elle avait respiré pendant des heures. Le parking s'étendait sous la pâle lumière de la lune et la faible lueur jaune des lampadaires. Quelques voitures de police étaient encore garées là, leurs gyrophares rouges et bleus clignotants, leurs sirènes désormais silencieuses. La dernière ambulance s'éloignait, transportant les scorpions les plus gravement blessés. Les véhicules projetaient de longues ombres sur l'asphalte, se tordant en forme étrange dans l'obscurité. La voiture de Vincent était garée dans le coin le plus éloigné du parking, là où il avait choisi de se garer au début,
car cela lui offrait une vue dégagée sur l'entrée du restaurant. Une berline noire élégante, luxueuse mais discrète, le genre de voiture que conduisent les personnes vraiment riches lorsqu'elles veulent se déplacer sans trop attirer l'attention. À côté, un autre SUV noir était apparu à un moment donné, et Tony se tenait près de lui, attendant, la tension en lui n'étant pas encore complètement dissipée. Vincent conduisit Grace jusqu'à la berline et lui ouvrit la portière côté passager. Elle regarda l'intérieur, le cuir noir souple et l'espace chaleureux et protégé, puis se tourna vers Vincent. Il ne dit rien, il ne la pressa pas, il se contenta de tenir la portière et d'attendre. Grace monta et s'enfonça dans le siège en cuir, sentant le coussin envelopper son corps épuisé. Vincent ferma doucement la porte, dont le bruit résonna comme celui d'un verrou scellant un monde sûr de tout ce qui se trouvait à l'extérieur. Il contourna l'avant de la voiture et échangea quelques mots avec Tony. Grace ne pouvait pas entendre ce qu'il se disait à travers les vitres insonorisées, mais elle vit Tony hocher solennellement la tête et monter dans le SUV noir. Vincent ouvrit la portière du conducteur et se glissa derrière le volant. L'espace à l'intérieur de la voiture sembla se resserrer avec sa présence, mais pas de manière suffocante. Il se resserrait comme le fait la sécurité, comme le fait la protection, comme le fait d'être à l'abri du chaos. Il démarra le moteur qui vrombit doucement avant de se stabiliser dans un ronronnement régulier et discret. La berline quitta le parking, laissant derrière elle le restaurant Silver Spoon, avec son néon fatigué qui clignotait, et les policiers qui travaillaient toujours parmi les débris. Le SUV de Tony suivait à une distance prudente, telle une ombre fidèle qui ne s'éloignait jamais. Ils roulaient dans la nuit, laissant l'autoroute vide les engloutir dans l'obscurité, laissant derrière eux un endroit qui n'aurait dû être qu'un arrêt ordinaire, mais qui était devenu la nuit qui avait tout changé. L'autoroute s'étendait devant eux comme un ruban de soie noire sans fin, éclairé uniquement par les phares de la berline qui fendaient la nuit. Les marquages blancs de la chaussée défilaient à un rythme régulier, comme le battement de cœur d'une énorme créature endormie. De chaque côté, l'obscurité engloutissait tout, transformant les arbres et les collines en forme vague et indéfinie, comme si le monde extérieur à cette voiture avait cessé d'exister. À l'intérieur, le silence s'installa sur eux comme une couverture invisible. Ce n'était pas le silence gênant et inconfortable entre des étrangers qui ne savent pas quoi dire, mais le silence profond de deux âmes qui venaient de traverser une tempête et avaient besoin de temps pour se remettre, pour respirer, pour exister, sans avoir à expliquer ou à justifier quoi que ce soit. Le ronronnement grave et régulier du moteur était la seule bande sonore, mêlée au bruit du vent qui glissait le long de la voiture alors qu'il roulait dans la nuit. Grace était assise recroquevillée sur le siège passager, la tête penchée vers la fenêtre, les yeux vert pâle fixés sur l'obscurité à l'extérieur, sans vraiment rien voir. Son reflet faible sur la vitre se confondait avec la nuit au-delà, créant l'illusion qu'elle se dissolvait dans le néant. Ses épaules étaient encore légèrement rentrées. Une vieille habitude chez quelqu'un qui a appris à se faire petit, mais sa respiration s'était stabilisée. Elle n'était plus haletante et saccadée comme elle l'avait été au restaurant. Elle ne savait pas à quoi elle pensait. Il s'était passé trop de choses ce soir-là. Trop de sentiments se bousculaient dans sa poitrine. Trop de questions sans réponse. Elle savait seulement qu'elle était là, dans cette voiture, à côté de cet homme. Et d'une manière ou d'une autre, elle était encore en vie, encore intacte, encore en train de respirer. Dans le rétroviseur, Grace pouvait voir les phares du SUV. Tony les suivait, fidèle point lumineux dans la vaste mer nocturne. Elle ne savait pas où ils allaient. Elle ne posa pas la question, car pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait pas le besoin de savoir. Elle ne ressentait pas le besoin de rester sur ses gardes, de calculer des itinéraires de fuite, de se préparer au pire. Elle était simplement assise là et se laissait conduire, laissant l'homme à côté d'elle choisir la direction. Et ce sentiment, le sentiment de lâcher prise sans crainte, était quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis son enfance. Vincent conduisait en silence, les mains posées légèrement sur le volant, les yeux rivés sur la route devant lui. Il n'alluma pas la musique. Il n'essayait pas de faire la conversation. Il ne faisait rien pour rompre le silence. Il comprenait que parfois, le silence est le cadeau le plus précieux qu'une personne puisse offrir à une autre. Le cadeau de l'espace, du temps, de la permission d'exister sans jouer un rôle, sans parler, sans être autre chose que soi-même.
De temps en temps, ses yeux gris se posaient sur Grace, rapidement et discrètement, juste assez longtemps pour s'assurer qu'elle allait bien, puis il reportait son attention sur la route. Il voyait la façon dont elle était assise, recroquevillée sur elle-même, le léger tremblement de ses épaules, même si le chauffage était allumé, le regard vide dans ses yeux alors qu'elle fixait la fenêtre comme quelqu'un qui avait trop vécu. Et chaque fois qu'il le remarquait, quelque chose se serrait dans sa poitrine, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Le Silver Spoon Diner avait disparu depuis longtemps derrière eux, englouti par la distance et l'obscurité. Mais ce qui s'était passé là-bas ne disparaîtrait jamais vraiment. Cela les suivrait, non pas comme un fantôme obsédant, mais comme un repère, un point de non-retour. L'endroit où deux chemins parallèles s'étaient soudainement croisés et ne pouvaient plus être séparés. La nuit s'étirait, vaste et infinie. Les étoiles scintillaient au-dessus de leur tête, indifférentes à ce qui se passait en dessous, au sang qui avait coulé et aux larmes qui avaient été versées, à la peur et au salut, à deux personnes avançant dans l'obscurité et le silence. La voiture continuait d'avancer, les emmenant loin du passé et vers un avenir qu'aucun d'eux ne pouvait voir. La route devant eux restait noire, éclairée seulement par les phares sur de courtes sections, comme si la vie ne vous permettait de voir que ce qui était nécessaire pour continuer. Ni plus, ni moins. Et peut-être était-ce tout ce dont ils avaient besoin. Pas besoin de connaître la destination. Pas besoin de connaître l'avenir. Seulement la certitude qu'à cet instant précis, ils n'étaient plus seuls. Ils roulaient en silence depuis environ 20 minutes lorsque Grace prit enfin la parole. Sa voix était faible et rauque, comme si chaque mot devait être arraché à une gorge desséchée. Mais dans le silence feutré de l'habitacle, elle résonna aussi clairement qu'une cloche. Pourquoi un seul mot, un seul mais qui renfermait 1000 autres questions? Pourquoi l'avait-il protégée? Pourquoi avait-il pris ce risque? Pourquoi se souciait-il d'une fille comme elle? Une fille que personne ne connaissait, dont personne ne se souvenait, que personne ne prenait la peine de regarder dans la rue. Vincent ne répondit pas tout de suite. Ses mains restèrent sur le volant. Ses yeux restèrent fixés sur la route. Mais Grace vit sa mâchoire se crisper légèrement, comme s'il pesait chaque mot avant de le laisser sortir de sa bouche. Le silence s'éternisa quelques secondes de plus, puis encore quelques secondes, suffisamment longtemps pour que Grace commence à penser qu'il ne répondrait pas, qu'elle avait posé une question qu'elle n'aurait pas dû poser, qu'elle avait franchi une ligne invisible dont elle ignorait même l'existence. Elle était sur le point de retirer sa question, de lui dire qu'il n'avait pas à répondre, de se replier dans le silence rassurant qui régnait auparavant. C'est alors que Vincent prit la parole. « Que penses-tu être? » La question qui lui était renvoyée fit cligner des yeux à Grace, perplexe. Elle ne comprenait pas ce qu'il lui demandait. Elle ne comprenait pas le rapport avec sa question. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais ne trouva pas les mots justes. « Que penses-tu être pour moi? » demanda à nouveau Vincent, d'un ton toujours calme. Mais quelque chose d'autre se cachait derrière. Quelque chose de plus profond, de plus lourd. Grace déglutit, son cœur s'emballant dans sa poitrine. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Je ne suis qu'une employée de ton bar. Je ne suis rien. » Vincent resta silencieux pendant un moment, laissant ses mots flotter dans l'air entre eux. Puis il secoua très légèrement la tête, si légèrement que cela en était presque imperceptible. « Tu te trompes, dit-il d'une voix plus douce mais lourde comme une pierre. » Grace le regarda, attendant, le cœur suspendu dans sa poitrine. Il ne la regardait pas, il restait concentré sur la route. Mais elle savait qu'il s'adressait à elle et à elle seule, avec des mots qu'il n'aurait peut-être jamais prononcés à personne d'autre. « Je t'observe depuis longtemps, » continua Vincent, d'un ton neutre, comme s'il énonçait une évidence. « Depuis le premier jour où tu es venu travailler au bar, tu traverses la foule sans que personne ne te remarque. Tu travailles 12 heures par jour sans te plaindre. Tu souris aux clients même lorsque tes yeux sont remplis de ténèbres. » Grace sentit son souffle se couper. Elle ne savait pas qu'il l'observait. Elle ne savait pas qu'il avait vu ce qu'elle pensait avoir enfoui. « Je connais cette noirceur, » dit Vincent d'une voix plus basse, presque un murmure. « J'y ai vécu toute ma vie. Je la reconnais dans les yeux des autres et je l'ai reconnue dans les tiens dès le premier jour. » Il marqua une pause comme s'il cherchait les mots pour dire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de dire. « Je ne connais pas ton passé, » poursuivit-il. « Je ne t'ai pas posé de questions. Je n'ai pas besoin de le savoir, mais je sais que tu as survécu à quelque chose de sombre
Et je sais que tu te bats encore chaque jour pour que cela ne t'engloutisse pas complètement. Des larmes montèrent aux yeux de Grace, malgré elle. Les paroles de Vincent touchèrent le plus profond d'elle-même, l'endroit où elle cachait ses blessures, où elle enfouissait les souvenirs qu'elle avait peur d'affronter. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait vraiment. Pas la barmaid, pas la fille sans nom, sans visage et sans passé. Mais elle, Grace Sullivan, avec toutes ses fissures et ses morceaux brisés à l'intérieur. Pourquoi t'ai-je protégé? Demanda Vincent comme s'il se posait la question à lui-même. Parce que tu mérites d'être protégé. Parce que tu te bats seul depuis trop longtemps. Parce que pour la première fois en 20 ans, j'ai regardé quelqu'un et j'ai voulu m'assurer qu'il était en sécurité. Il tourna la tête et la regarda un bref instant. Ses yeux gris rencontrèrent ses yeux verts pâles remplis de larmes. Et à cet instant, tous les murs entre eux s'écroulèrent. « Tu n'es pas rien, » dit Vincent, d'une voix plus douce que Grace ne l'avait jamais entendue. « Tu es tout ce qui vaut la peine d'être protégé. » Grace ne pouvait pas parler. Sa gorge était nouée, des larmes coulaient sur ses joues, et elle ne prit même pas la peine de les essuyer. Elle resta simplement assise là, à regarder l'homme qui conduisait à côté d'elle, l'homme que le monde qualifiait de monstre, l'homme que la police craignait, l'homme que les criminels vénéraient, et elle réalisa que sous la glace et l'obscurité, il y avait encore un cœur qui battait, un cœur qui avait choisi de battre pour elle. Les mots de Vincent résonnaient encore dans le petit espace de l'habitacle de la voiture. Comme des pierres jetées dans un lac calme, en voyant des ondulations qui ne cessaient de se propager. Grace était assise là, les larmes coulant toujours sur ses joues, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine, et quelque chose d'étrange montait en elle. Ce n'était ni de la peur, ni de la simple gratitude, mais quelque chose de plus profond, de plus intense, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer de peur que, si elle le faisait, cela ne disparaisse comme la brume matinale sous le soleil. Elle regarda Vincent, les traits anguleux de son visage tournés vers la route, ses mains fermes sur le volant, la fine cicatrice qui allait de sa tempe à sa pommette dans la faible lueur du tableau de bord. Cet homme avait tué des gens. Elle le savait. Le monde entier le savait. Il était l'obscurité que tout le monde craignait. Le nom qui faisait trembler les criminels. Le monstre des histoires chuchotées à minuit. Mais ce soir, cette même obscurité l'avait protégé. Ce même monstre l'avait sauvé. Et l'homme que le monde appelait le diable avait prononcé les mots les plus doux qu'elle ait jamais entendus en 27 ans de vie. Sans réfléchir, sans calculer, sans peser les conséquences, Grace tendit la main. Sa petite main se déplaça dans l'espace entre leurs sièges, tremblante mais déterminée, et vint se poser sur le dos de la main de Vincent, posée sur le volant. Peau contre peau, froid contre chaud, fragile contre solide. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Vincent se raidit. Elle le sentit dans la façon dont les muscles sous sa peau se contractèrent, dans la façon dont son souffle s'arrêta un instant, dans la façon dont tout son corps réagit à ce contact inattendu. C'était le réflexe d'un homme qui avait vécu toute sa vie en état d'alerte. Un homme peu habitué au contact doux et sans menace, un homme qui avait oublié ce qu'était la tendresse. Grace attendit qu'il retire sa main, qu'il dise quelque chose de froid qui rétablirait la distance, que le mur de glace se dresse à nouveau entre eux. Mais Vincent ne se retira pas. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Il laissa simplement sa main reposer là, sur la sienne, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme si elle avait toujours été là, comme s'il avait attendu ce contact toute sa vie sans savoir qu'il l'attendait. La voiture continuait à rouler dans la nuit. Les phares fendaient toujours l'obscurité. La route s'étendait toujours à l'infini devant eux. Mais à l'intérieur de l'habitacle, tout avait changé. L'air s'était épaissi d'une présence invisible mais intense. Quelque chose était en train de naître entre deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Quelque chose d'aussi fragile que la brume et aussi solide que l'acier. Grace sentit la chaleur de la main de Vincent imprégner sa peau. Elle sentit les callosités rugueuses sur ses jointures, les marques d'une vie marquée par la violence. Elle sentit le pouls régulier sous les veines saillantes. Cette main l'avait tué. Cette main avait brisé des os. Cette main avait semé la terreur dans tout le monde souterrain. Mais sous sa main, ce n'était que la main d'un homme. Un homme qui l'avait choisi. Un homme qui l'avait vu alors que personne d'autre ne l'avait remarqué.
Un homme qui la laissait le toucher sans se retirer, sans reconstruire le mur, sans la repousser. À un moment donné, ses larmes cessèrent de couler, sa respiration se stabilisa et, dans sa poitrine, son cœur battait un nouveau rythme. Le rythme de quelqu'un qui venait de trouver quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Vincent finit par bouger, mais pas pour retirer sa main. Il la tourna légèrement pour que sa paume soit tournée vers le haut et referma ses doigts autour de la main de Grace. Doucement, prudemment, comme s'il tenait quelque chose d'infiniment précieux, quelque chose qu'il avait peur de briser s'il utilisait trop de force. Ils se tiendront la main dans la nuit infinie, sur une autoroute déserte, entre deux vies façonnées par les ténèbres et la douleur. Deux mains entrelacées, formant un pont entre deux âmes solitaires. Aucun des deux ne dit un mot. Ce n'était pas nécessaire, car à cet instant, les mots étaient devenus superflus. L'obscurité avait été touchée et elle n'était plus effrayante. Ils continuèrent à rouler toute la nuit, leurs mains toujours jointes, comme s'ils avaient une peur que s'ils se lâchaient, l'instant se dissolve comme un rêve. L'autoroute s'étendait toujours à l'infini devant eux. Les balises blanches défilaient toujours à un rythme régulier. Les phares continuaient de fendre l'obscurité sans pause. Mais à l'intérieur de cette voiture, tout était différent. Grace n'était plus la fille recroquevillée dans le coin d'un restaurant routier. Elle portait toujours les cicatrices de son passé, tremblait encore lorsqu'elle repensait à ce qui s'était passé. Mais pour la première fois depuis de longues années, elle ne se sentait plus seule. Pour la première fois, quelqu'un se tenait entre elle et l'obscurité au lieu de la pousser vers elle. Pour la première fois, elle avait le droit d'être faible sans craindre d'être blessée pour cela. Vincent Castellano était toujours l'homme que le monde qualifiait de monstre. Il était toujours une figure dont l'ombre planait sur tout le monde souterrain national. Toujours le nom qui rendait la police méfiante et les criminels effrayés. L'obscurité s'accrochait toujours à lui comme un manteau qu'il ne pouvait pas enlever. Mais ce soir, cette obscurité était devenue un refuge pour une âme errante. Ce soir, le monstre était devenu un protecteur. Ce soir, le cœur qu'il croyait depuis longtemps transformé en pierre battait à nouveau pour une femme aux yeux verts pâles remplis d'ombre. L'horizon lointain commença à changer de couleur, passant d'un noir profond à un gris pâle, puis se parant des premières lueurs roses et orangées de l'aube. Le soleil se levait lentement mais sûrement, chassant la nuit qui avait recouvert le monde pendant tant d'heures. Une nouvelle lumière se déversait à travers les vitres de la voiture, tombant sur deux visages épuisés qui semblaient pourtant paisibles. Grace regardait le lever du soleil et, pour la première fois depuis très longtemps, elle ressentait de l'espoir. Pas un espoir aveugle, que tout irait bien comme par magie, mais l'espoir sincère que, quelle que soit la cruauté du monde, il y avait encore des moments qui valaient la peine d'être vécus. Il y avait encore des gens dignes de confiance, des mains prêtes à vous tendre la main lorsque vous pensiez être tombé dans l'abîme. Le Silver Spoon Diner était désormais loin derrière eux, englouti par la distance et le temps. Mais ce qui s'était passé là-bas resterait un repère dans leurs deux vies. La nuit où tout avait changé. La nuit où l'obscurité avait rencontré l'obscurité et avait fait naître la lumière. La nuit où Grace Sullivan avait trouvé refuge dans ce que le monde redoutait le plus. La route était encore longue, de nouvelles épreuves, de nouvelles ombres, de nouvelles tempêtes les attendaient. Mais ils ne les affronteraient plus seuls, car parfois, le salut ne vient pas de la lumière. Parfois, il vient de l'obscurité elle-même, après qu'elle ait appris à aimer. Cette histoire nous laisse une leçon profonde sur la valeur de la protection et le pouvoir de l'amour entre deux êtres humains. Peu importe à quel point les origines ou le passé d'une personne peuvent être sombres, chacun a la capacité de devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence, car derrière l'extérieur le plus froid peut se cacher le cœur le plus chaleureux. Et surtout, n'oubliez jamais que vous méritez d'être aimé et protégé, peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez vécu. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires émouvantes. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos proches afin que ces bonnes valeurs puissent se répandre. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est devenu un refuge pour vous au milieu d'une tempête? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment entendre vos histoires, celles qui viennent du fond du cœur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et une paix profonde chaque jour.
Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.